La vague d'OVNI aujourd'hui laisse la place à la parapsychologie. Cette émission est diffusée le mardi soir à partir de 23h et le dimanche de 14h à 16h. Alors dans ce domaine de parapsychologie, qui serait mieux placé que notre amie Marie-Thérèse de Brosse, qui a passé une partie de sa vie comme grand reporter à Match, qui a mené des enquêtes partout à travers le monde, dans tous les labos de parapsychologie, qui est d'ailleurs amie intime de bon nombre de sujets psy exceptionnels. Elle s'est particulièrement intéressée au travail de Jean-Michel Roux et a constitué un plateau tout à fait intéressant pour vous, qu'elle va nous présenter, puisque c'est elle qui anime cette émission. Alors aujourd'hui, nous allons déborder un petit peu de la parapsychologie. Je voudrais qu'on parle de quelque chose de tout à fait étrange, et c'est à la suite d'une sorte de coup de foudre que j'ai eu l'idée de cette émission. Un jour, tout à fait par hasard, je vais au cinéma, je vois qu'on annonce un film qui s'appelle Enquête sur le monde invisible, d'un monsieur qui pour moi était totalement inconnu, Jean-Michel Roux. Évidemment, à titre pareil, je fonce au cinéma en me disant « Ouh là là, ce genre de sujet, ça ne va pas tenir longtemps ». Et j'ai la stupeur de voir un film qui m'a tellement passionné que je voudrais qu'on approfondisse un petit peu le sujet. Alors, en 2 mots, nous allons avoir l'auteur de ce film que vous pourrez vous procurer en DVD puisqu'il est sorti, qui s'appelle Enquête sur le monde invisible, et Jean-Michel Roux qui va nous raconter son histoire avec par derrière une grosse tête universitaire, Olivier Goucher, qui tout à fait gentiment a accepté de venir. Olivier Goucher est spécialiste des littératures scandinaves et donc il connaît bien les mythes et les traditions que Jean-Michel Roux, lui, a éprouvé sur le terrain, parce qu'en arrivant en Islande, il s'est trouvé confronté à une population en contact avec le monde, enfin justement ce petit monde invisible. Alors d'abord, Jean-Michel Roux, qu'est-ce qui vous a pris d'aller faire cette enquête? Je précise quand même, parce que moi je fais tout le temps des divulgations, vous commencez à me connaître à cette radio, que Jean-Michel Roux a fait alors un film qui est un bonheur, et que je recommande aux amateurs de science-fiction et d'OVNI. Le sujet OVNI est traité et maltraité, somptueusement traité, de façon très particulière, qui s'appelle Les 1000 merveilles de l'univers. Les 1000 merveilles de l'univers. Également, il existe en DVD. Je l'ai regardé, je pensais que c'était une curiosité, et je me suis régalée. Et je fais pas la pub de ce monsieur, dont je viens à peine de faire la connaissance. C'est que c'est un tel bonheur quand on voit un film aussi somptueux, à ne pas croire que c'est un réalisateur français, désolé, qui l'ait réalisé, qui tourne autour des sujets qui nous intéressent, et vous aurez tout, et les crops, et les conspirations, etc., avec un scénario particulièrement vicelard, et une caméra particulièrement habile, un montage particulièrement efficace. Bref, vous comprenez que c'est un film que j'ai particulièrement aimé. Bon, revenons à votre sujet. Jean-Michel Roux, qu'est-ce qui vous a pris d'aller faire cette enquête sur le monde invisible? Eh bien, Marie-Thérèse, c'est intéressant que vous évoquiez là, le travail que je faisais avant cette enquête documentaire en Islande. Depuis l'âge de 19 ans, j'écris et je réalise des courts-métrages de fiction, fantastique ou de science-fiction. Et c'est à l'occasion d'un repérage en Islande il y a fort longtemps, en 90, pour un projet de film. Je suis allé faire la recherche de décors naturels volcaniques pour un projet de film qui était censé se passer dans une île de la mer du Nord. En regardant une carte, j'ai découvert par hasard l'Islande. Vous savez, à la fin des années 80, on parlait très peu de cet endroit. Björk n'avait pas encore eu le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Et je savais à peine qu'il y avait une île entre le nord de l'Escosse et le cercle polaire et le pôle Nord. Les gens me disaient oui, c'est une espèce d'endroit perdu dans la brume. Bref, on n'avait aucune information. Il y avait tous les 10 ans 4 pages dans Géo Magazine, donc on n'en connaissait rien. Et par chance, je pose mon doigt sur la map monde pour chercher un nom exotique. Il n'y avait rien entre la Belgique et l'Islande, à part les îles Féroé. Islande sonnait mieux. Je décide de situer une partie de l'action de scénario là-bas. Et au bout d'un moment, comme on le fait pendant le développement d'un film, le producteur me propose d'aller faire des repérages en Islande. Donc j'y allais uniquement pour des raisons artistique et photographique. Il fallait que c'est un pays somptueux. Hein. Moi, j'ai eu un véritable coup de foudre quand j'ai découvert l'Islande. Il y a de quoi en parler. Et Olivier Goucher ne nous contrariez pas, il connaît bien l'Islande. Bon.
j'ai eu la chance de par hasard discuter de mon projet avec un ami qui connaissait une franco-islandaise qui sortait de l'école de cinéma La Fémis, et ça l'amusait d'accompagner en tant que guide, interprète, assistante, un jeune réalisateur qui faisait un repérage là-bas. Elle s'appelle Solveig Anspar. Elle a fait déjà 2 longs métrages depuis Woleker et Stormy Weather, tournés en Islande justement. Et donc le fait d'aller faire des repérages en dehors de la saison touristique avec quelqu'un qui parle la langue du pays faisait que j'avais peut-être un rapport plus normal et personnel avec les gens qui nous recevaient, parce que quand on fait le tour de l'Islande, on dort chez l'habitant, c'est ce qu'il y a de plus économique, et le soir on dîne avec eux. Et j'avais eu vent, mais vraiment par hasard, de cette histoire que... Quelle histoire? Attendez, mon ami qui est d'origine islandaise mais qui habite à Paris m'a dit, tu vas voir, toi qui aimes les choses étranges, dans mon pays, il y a beaucoup de gens qui croient aux elfes et aux trolls. Et alors, à l'époque, vous savez, je n'avais jamais réfléchi une seconde de ma vie aux elfes et aux trolls. Je n'étais pas fan de l'heroic fantasy ni de Tolkien. Et donc, ça n'avait jamais une demi-seconde effleuré ma pensée. Et je dis, ah bon, mais c'est quoi les elfes et les trolls? Elle me dit, ouais, tu sais, ces espèces de gnomes de la mythologie scandinave. Point. Et donc, au bout de 2 jours en Islande... Déjà, je vois Olivier Goucher qui dodeline de la thé a l'air très sceptique, mais nous allons y venir. Si vous voulez, pour résumer, la première fois que j'ai dîné avec une famille d'Islandais, à la fin du repas, on a eu le temps de sympathiser, je leur dis, au fait, qu'est-ce que vous pensez des elfes? J'étais juste curieux, et des trolls. Et à ce moment-là, je me rends compte que la question provoque une grande gêne, une grande timidité, tout le monde se tait pendant 5 minutes, et puis au bout d'un moment, il y a le chef de la famille qui très timidement me dit, écoutez... oui, on y croit aux elfes, pourquoi? Puis bon, j'étais juste curieux, puis je leur dis, mais comment ça vous y croyez? Il me dit, oui, j'ai vu par exemple, il y a exactement 1 an, un troll. J'ai dit, mais un troll, vous pouvez me dire ce que c'est un troll? Il me dit, oui, c'est un géant de 20 mètres de haut qui marche au-dessus des collines, et j'ai été perdu dans une tempête de neige sur la petite nationale qui fait le tour de la ville, de l'île. J'ai cru que j'allais mourir, et donc c'était ma première expérience de témoignage sincère et timide de la part d'un Islandais. Il m'explique qu'un géant s'est emparé de sa voiture, l'a sorti de la tempête de neige et l'a reposé 3 kilomètres plus loin pour lui sauver la vie. Et là, si vous voulez, c'était la première fois de ma vie que mon intuition psychologique était confrontée à quelque chose qui me dépassait et qui en même temps me faisait comprendre que cette personne n'avait aucune raison de mentir, qu'elle aurait préféré ne pas en parler, que je ne lui pose pas de questions. Et bref, pendant 10 jours, tous les soirs, je demandais à la fin du repas la même question. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez des elfes? Et je voyais à chaque fois, 2 fois sur 3, la même réaction extrêmement timide et sincère, et à chaque fois des faits divers extraordinaires pour un cerveau de jeune Parisien français qui n'a jamais réfléchi une demi-seconde à cet état de fait. Alors, des faits divers dont vous croyez l'authenticité. Vous ne mettiez pas en doute les témoignages. Pour vous, les gens ne mentaient pas, ils n'affabulaient pas, ils n'étaient pas mythomanes, ils ne déliraient pas. Vous savez, déjà, la personne avec qui j'étais, qui était franco-islandaise, était pas du tout, férue de ces histoires. Elle me disait, oui, mes cousins aussi en parlent, mais bon... Elle prenait ça d'un point de vue de parisienne française. Et je suis rentré en France et j'ai été obsédé pendant des années par ces témoignages, mais recueillis spontanément. J'étais là pour d'autres raisons. Et si vous voulez, je me suis juste demandé, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Puisque je me rendais compte intuitivement que ces gens n'avaient aucune raison de mentir, qu'ils auraient préféré ne pas en parler, qu'ils n'étaient pas des mythomanes, et qui me racontaient tout ça très sincèrement, ça m'obsédait, je voulais savoir de quoi s'agit-il. Vous savez, c'est un petit peu comme une anomalie dans une histoire de famille. Un jour, on trouve une lettre sous un tabouret, et on découvre qu'un oncle ou une mère a vécu une vie parallèle, et ça bouleverse tout. A eu 4 enfants cachés. Bon, voilà, alors, ça bouleverse votre conception de cette personne. Et là, c'était à la fois... ma conception, de la vie, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ces gens parlent de ces trucs complètement extraordinaires qui a priori n'existent pas et dont on ne nous parle jamais en France? Non. Moi, je parle de mon point de vue de français. Très bien. Alors, justement, vous avez fait une enquête sur le terrain. Nous allons revenir, bien sûr, à vous. Mais avant, j'aimerais faire intervenir Olivier Goucher. Alors, Olivier Goucher, vous êtes un petit peu notre érudit de service ce soir. Vous êtes donc spécialiste des littératures norvégiennes. Vous avez été en Islande, d'abord, avant même que vous nous parliez de ce que sont les elfes et les trolls. Est-ce que pour vous, c'est normal, en Islande, que des gens parlent de ce genre d'histoire? Est-ce que ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé, c'est plutôt le contraire que je trouverais anormal, qu'il n'y ait pas quelque apparition dans une ferme ou au détour d'une route. Et comme Jean-Michel, je crois, y a fait allusion, on en trouve dans presque tous les films et dans presque tous les romans qu'on écrit. Encore à l'époque moderne. Attendez, dans les films et les romans, mais là je parle
Oui, mais pour l'instant, je parle Islandais, des oui. témoignages, c'est-à-dire les gens que vous avez rencontrés en dehors des feuilles des livres. Est-ce Non. que les gens les gens que vous avez rencontrés en Irlande vous en ont parlé? En Islande, pardon. En Islande, oui, à l'occasion, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais j'ai un projet de roman qui tournera autour d'un personnage qui a vraiment existé, celui-là de pasteur islandais, qui vivait au XVIe siècle, au XVIIe siècle, pardon, et toute sa vie est ponctuée de rencontres avec des fantômes. Donc les amis que j'ai en Islande m'ont parlé des fantômes et des anecdotes et de tout ce qu'il a fait. Ah, qu'ils avaient au XXe siècle, plus exactement au XXIe siècle alors. Oui. Bon. Oui. Alors, dans le corpus de la littérature islandaise que vous connaissez bien, et dans la mythologie islandaise, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces êtres invisibles auxquels la population islandaise est confrontée? On verra qu'il n'y a pas que les Islandais d'ailleurs. Mais enfin, nous restons pour l'instant dans le cadre de l'Islande. Mais pour vos auditeurs, je voudrais, si vous le permettez, faire un tout petit bond en arrière en partant du mot elfe, puisque ceux qui auront la chance ou qui ont eu la chance de voir le film de Jean-Michel Roux ont vu qu'il y avait comme leitmotiv dans tout le film les álfar en islandais, donc traduit par elfe en français. La traduction est bonne, mais elle risque d'induire des idées fausses, parce que le mot les elfes, les álfar, sont présents dans tout le domaine de la Germania en Europe, aussi bien en Allemagne, on le trouve dans le mot du fleuve Elbe, en Scandinavie évidemment, et surtout en Angleterre. Et la forme du mot elfe vient de l'anglais. Et on l'a connu surtout chez nous, par Shakespeare d'abord, et puis Tolkien évidemment plus récemment. La forme islandaise donc permet de distinguer les elfes pour nous, ce sont des petites divinités, des bois ou de l'eau, mais la álfar, c'est beaucoup plus que ça. Et on aura l'occasion de revenir sur des définitions qu'on peut essayer d'en donner. On en trouve les premiers témoignages chez Snorri Sturluson, qui est le plus grand auteur islandais du Moyen-Âge. Il a vécu de 1179 à 1241. Oui. Donc, à cheval donc sur les 2 siècles. Et lui avait entrepris de raconter la mythologie scandinave parce qu'il trouvait que la jeunesse de son temps n'y comprenait plus rien, n'était plus capable de créer des poèmes selon les règles. Bon, je ne vais pas insister là-dessus. Il a donc essayé d'expliquer tout ce qui peuplait cette mythologie, y compris le côté populaire de la mythologie. Et dans ses écrits, dans quelques poèmes aussi, il va distinguer plusieurs sortes d'elfes. Ah, c'est justement ce que j'aimerais. Donc il en distingue 3 sortes. Il distingue les ljósálfar, c'est les elfes lumineux. Il distingue... C'est ceux qui s'occupent, alors, entre autres, des cultures, des moissons... Oui, ce sont les gentils. Ce sont ceux qui rendent service à tout le monde, qui ont une aura particulière. Voilà, les druides qui vont rôder autour des crop circles prétendent que ce sont eux qui créent les crop circles. Bon, pour vous donner une petite parenthèse. Bon, oui. À l'opposé, il distingue les svartálfar, les alphes ou elfes noirs. Cela ressemble à des créatures tout à fait démoniaques. Et au milieu, il y a les alphes sombres, dont on ne sait pas quoi faire. Et pourquoi on ne sait pas quoi faire? Parce qu'ils sont ni blancs ni noirs, c'est pas facile à distinguer. Et en disant ça, je le fais exprès évidemment, parce que c'est ça les grosses têtes, comme vous dites. On a le soupçon chez Snorri Sturluson qui était formé, s'il savait lire, écrire, et s'il c'était un être extrêmement cultivé, c'était grâce à l'Église chrétienne. Il est clerc de l'Église. Donc on a bien l'impression qu'il a transformé ces petits êtres mythiques en quelque chose qui ressemble d'un côté à des anges, les ljósálfar, les elfes lumineux, et de l'autre côté les vilains démons qui sont tout noirs. Il n'en reste pas moins que la littérature la plus ancienne donne 3 témoignages de sacrifices aux elfes. Álfablót. Quel type de sacrifice? On ne sait pas. On ne sait pas, on sacrifie une vache, enfin... Le premier exemple dit, il y a un Norvégien, un skald norvégien qui voyage par la Suède, il voudrait bien être reçu chez des paysans, et on lui claque la porte au nez en disant non, pas question de recevoir un étranger, on fait ce soir un sacrifice aux elfes. Et lui ne dit rien d'autre. Il y a un autre texte qui dit que pour soigner un malade, il faut sacrifier un bœuf, inonder du sang du bœuf la colline où vivent des elfes, et ensuite manger avec d'autres la viande. Et c'est tout. On n'a pas de détails, c'est bien malheureux. Bon, mais il n'y a pas que les elfes, n'est-ce pas, dans cette tradition de peuple invisible, qui ne doit pas être totalement invisible, puisqu'il y a des gens qui les perçoivent. C'est un phénomène sur lequel nous allons les étendre tout à l'heure. Mais il n'y a pas que les elfes. Non, pas du tout. Tous ces gens-là sont peut-être pas visibles en temps normal, donc ils se montrent quand ils l'ont décidé, à moins qu'il y ait des gens capables de les percevoir, mais tous ces personnages, donc d'elfes, de nains,
de trolls, de géants, sont compacts, concrets. Et quand ça se passe mal, quand on s'empoigne à eux, je pense aussi aux revenants, on a quelque chose de très physique devant soi. Avec des luttes, je vous renvoie à la saga de Grettir le Fort et à son combat célèbre contre Glaumur, le fantôme suédois en plus, ça n'arrange rien. Ça vaut bien nos matchs de catch. Mais alors, petite parenthèse, on va revenir à cette différente classification des créatures invisibles de l'Islande, puisque c'est à l'Islande que nous consacrons ce soir. Jean-Michel Roux, vous avez attesté un phénomène tout à fait extravagant pour nous, braves occidentaux, c'est-à-dire que il faut tellement respecter les elfes que le ministère des Transports, enfin la société qui construit les routes, racontez-nous un petit peu ce qui se passe pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu. Oui, ça c'est le sommet de l'iceberg du phénomène elfe dans la société actuelle. Précisons bien société actuelle, hein, écoutez bien ce que oui, parce que Olivier nous parle de textes du Moyen-Âge. En fait, moi j'ignorais tout ça, j'ai été confronté à des gens qui côtoient des elfes, qui les voient, qui les décrivent. Alors il y a une différence entre les gens qui voient une fois dans leur vie quelqu'un sortir d'une pierre et rentrer dans une autre, puis qui vont s'en rappeler jusqu'au jour de leur mort, et puis des gens qui tous les jours, depuis leur naissance, voient une multitude d'êtres qui les entourent, que nous ne voyons pas, en tout cas moi je ne vois pas, et qui peuvent décrire très précisément. Par exemple, j'ai rencontré à Reykjavik une dame qui a fait une sorte de présentation des principaux elfes qu'elle voit. Donc j'ai sous les yeux les dessins d'une dizaine d'êtres, et quand je suis allé montrer ces dessins qui ont l'air assez enfantins et naïfs à un autre médium qui habite à l'autre bout du pays et qui ne connaît pas la dame, il a été émerveillé de voir que c'était exactement ce qu'il voit lui aussi. Ce qu'il voyait. Oui, mais je voudrais que vous en reveniez à une manifestation elfique, j'aime pas ces adjectifs, tout à fait particulière avec les routes. Ah oui, alors oui, voilà, j'ignorais tout du phénomène elfe, et j'entends parler par mon ami franco-islandaise qu'en 1987, Le Monde publie 4 pages sur les elfes en Islande. Et donc, pour des pragmatiques français, ça fait bizarre de se dire que le journal le plus réputé dans notre pays parle de ça. Donc, j'ai retrouvé l'article. Effectivement, c'est le sommet de l'iceberg dans la société islandaise, mais qui est du coup de temps en temps relayé par des médias internationaux. L'histoire est la suivante, c'est que régulièrement, les mairies veulent construire des bâtiments, ou l'administration des routes veut construire des routes, et bizarrement, alors que tout le pays est au courant, il y a toujours un entrepreneur qui est complètement sceptique devant le phénomène elfe, qui décide de faire ses plans comme il l'entend. Et de temps en temps, enfin ça arrive quand même en moyenne une fois par mois en Islande, hein, quand vous y habitez, vous voyez ça dans les news à la télévision et dans le quotidien national, que les entrepreneurs s'avancent sur un terrain habité par des elfes, que ça pose des problèmes, les camions tombent en panne, les travaux s'arrêtent, et à ce moment-là, comme à chaque fois, ils font appel à un intermédiaire, donc un médium, alors, attendez, pour négocier entre l'administration et la civilisation elfe. Il faut être précis. Alors, parce que les elfes sont censés habiter dans des rochers. Oui. D'ailleurs, dans votre film, vous nous montrez des rochers qui correspondent à la bibliothèque des elfes, oui, voilà, par exemple. À leur cathédrale, enfin pas leur cathédrale, enfin leur par exemple, lieu de culte, etc. Alors, ces rochers qui, pour un regard profane comme le mien, n'est qu'un rocher volcanique dans cet admirable paysage, correspondrait pour ce peuple-là à un lieu qui est leur domaine. Donc il n'est pas question que les routes humaines puissent se faire au détriment de ces constructions des elfes. De ces villages elfes. Et si le chantier qui est en charge de la construction des routes ne prend pas en considération le droit de propriété des elfes sur certains rochers, et qu'il lance les pelleteuses ou les machines excavatrices, les elfes se vengent en cassant le matériel. Oui, la réponse des médiums, c'est normal, on déloge pas les gens comme ça sans leur demander la permission, quoi. Oui, mais attendez, que les médiums disent on ne dérange pas les gens, ça c'est très bien, mais il semblerait, c'est ce que vous laissez entendre, ce que vous dites clairement dans votre film, que les sociétés qui organisent les travaux d'intérêt public se plient au désirata des elfes, c'est-à-dire vous leur demandez la permission, enfin vont signer une sorte de gentleman agreement. Tout à fait. Il y a 2 cas de figure. Soit ils leur demandent l'autorisation à l'avance, soit ils leur demandent pas, et quand il y a un problème, ils finissent par s'arranger avec eux. Ce qui fait qu'il y a parfois en Islande des routes qui traversent un désert, où d'un coup il y a une espèce de bifurcation qui n'a aucune raison d'être. C'est même pas des rochers d'elfes, c'est un site elfe, vous voyez, un village invisible.
Et on ne comprend pas pourquoi il faut faire un tour de 500 mètres sur la gauche alors qu'on aurait pu aller tout droit, parce qu'il y a sûrement eu communication entre la civilisation elfe et la nôtre pour leur dire, écoutez, là, ça nous ferait plaisir, on veut pas déménager, par exemple. Oui. Je vois Olivier Goucher qui hoche de la tête avec l'air de dire que c'est un phénomène qui ne l'étonne pas de l'Islande. Non, pas du tout, parce que j'avais pensé en venant ici à ce même exemple. L'administration chargée des routes et surtout de la construction de la route circulaire, il n'y en a qu'une en Islande, la route numéro 1. C'est une petite île quand même. 400 km de diamètre, c'est long. Plus long que la Corse. Hein. A reçu 95 demandes de modification du tracé. 95 fois, les ingénieurs ont fait des boucles invraisemblables, construit des ponts pour passer des rivières qui ne sont pas toujours faciles et pour donner raison donc aux esprits des morts. Oui, et alors il faut quand même préciser que l'Islande, c'est pas du tout, enfin moi j'en parle tout à mon aise alors que je n'ai découvert l'Islande qu'il y a 4 ans, c'est pas du tout un pays arriéré, hein. Quand on arrive, c'est un pays très civilisé, ce sont tous internautes, c'est une vie moderne, enfin ce sont pas des... Les services, comme on dit en économie, se sont développés justement sur cette île perdue, précisément parce que ça leur permettait de travailler de loin et de pouvoir travailler exactement comme on peut travailler à New York ou à Paris ou dans les autres grandes villes. Ça, donc il ne s'agit pas de gens attardés du Moyen-Âge dans leur croyances populaires, ce sont des gens de notre époque. Et les gens qu'on voit interviewés par Jean-Michel ne sont pas des abrutis baveux dans leur coin, ce sont des gens parfaitement éclairés qui savent exactement de quoi ils parlent. Parce que beaucoup de gens me disent, mais pourquoi vous avez fait ce film en Islande et pas ailleurs? Bon, d'abord j'ai découvert le sujet là-bas, mais il s'avère que, après coup, je me suis dit que c'était peut-être plus troublant pour le public occidental d'être confronté à des personnes qui ressemblent à nos cousins bretons ou vosgiens, et pas, que d'aller en Inde ou Burkina Faso. Voilà, d'avoir une considération raciale sans être péjorative quand on voit des documentaires de gens rouges ou des Indiens ou les gens les Africains, asiatiques ou Hawaï, les gens disent ouais, c'est des traditions locales, tandis qu'eux, ils vivent comme nous, sauf qu'ils sont isolés sur cette grande île volcanique, et donc on peut plus prêter l'oreille à leur sincérité, tout simplement. Bon, alors nous terminons cette petite parenthèse et nous allons revenir à Olivier Goucher pour qu'il continue à nous définir alors tout ce pandémonium d'êtres différents, d'entités. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut les appeler d'ailleurs. Je serais bien empêché aussi de trouver un terme générique, mais parmi les êtres d'en bas, c'est aussi une expression qu'on trouve souvent. Où on dit aussi les êtres cachés, ça a été repris par le film, dans ce qu'on appelle les Huldufolk en islandais. On rencontre toute une série de personnages. Il y a les géants. Il y a d'ailleurs alors justement les géants, tout de suite j'ai été très frappée, parce que moi je n'ai qu'une approche littéraire du folklore islandais, de voir que Jean-Michel Roux dans son film ne fait qu'une brève allusion aux géants. Or les géants c'est important dans la tradition islandaise. Oui, tout à fait. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces géants? Il a une bonne explication pour ce... Les quelques témoins d'Islandais que j'ai pu interviewer avant le tournage du film, qui m'ont raconté leurs expériences avec des géants, ont refusé d'être filmés pour le tournage parce que je pense qu'ils avaient peur de passer pour fous même en Islande. C'est-à-dire qu'en Islande, il est tout à fait reconnu de voir des fantômes, des elfes. Alors il faudra qu'on parle de la multitude de races que désigne le mot elfe en Islande. On y reviendra tout à l'heure. Par contre, oui. Les géants de 20 mètres de haut, ça, vous voyez, c'est un peu perçu comme une sorte de fantasme primitif. Mais j'ai rencontré le directeur d'une école, un pasteur qui ont observé des êtres géants. Vous voyez, il roulait juste sur la route comme ça, et tout d'un coup il tourne la tête, puis il voit 4 géants. Alors, quand vous dites géant, ça veut dire quelle taille? 20 mètres environ, d'après leur description. Ils ont une forme anthropomorphique assez frustre, vous voyez, ils sont un peu comme sculptés maladroitement dans la pierre. Tout le monde les décrit pareil en Islande, et en Norvège d'ailleurs. Alors, Olivier Goucher, parlons-nous un peu de ces géants. Je dirais que ce sont les géants qu'on peut rencontrer sur les routes d'Islande. Moi, j'en ai pas vu. Ça doit être des montagnes en marche. En fait, il y a, à ma connaissance, 2 sortes de géants. Il y a des gens qui sont grands, forts et totalement bêtes. Donc, ils entrent dans la littérature islandaise parce qu'on peut se moquer d'eux, on les berne. On sait qu'ils sont un danger pour le monde des dieux et des hommes. Mais il y a une autre sorte de géants qui sont les géants qu'on pourrait dire primordiaux, qui sont parmi les premiers êtres humains créés dans la cosmogonie islandaise ancienne. Et ceux-là sont dépositaires du savoir primordial, savoir des premiers temps. Et c'est à eux que même quelqu'un comme Odin, donc le dieu suprême, s'adresse pour savoir ce qui s'est passé avant.
Bien. Alors, il semblerait donc que le motus un petit peu sur les géants, mais ça fait quand même partie des croyances et des êtres possibles. Bah écoutez, moi, ce monsieur d'une quarantaine d'années, qui était le directeur en plus, vous savez, d'une école alternative, où on enseigne aux enfants d'une manière un peu plus moderne, etc. Donc pas quelqu'un de perdu à la campagne, vous voyez, une sorte d'intellectuel d'aujourd'hui, quoi, m'expliquait qu'en allant faire des randonnées dans les fjords du nord-ouest, qui sont quasiment déserts, c'est au-dessus de Isafjordur. Un jour, il se promenait tout seul sur un glacier. Il a tout d'un coup vu une femme géante, m'a-t-il décrit, de 20 mètres de haut, qui lui a fait des grands signes et qui s'est approché de lui. Ça l'a terrifié et il est parti en courant jusqu'au village. Est-ce qu'on vous a défini un petit peu l'apparence de cette géante? Oui, il m'a expliqué qu'elle était de forme humaine. Il n'arrivait pas à voir ses pieds, elle avait une espèce de grande robe de bure, mais dans le doute, il avait l'air terrifié. Et en fait, il m'explique que quand il travaille des fois comme guide pour des groupes de touristes qui vont faire de la randonnée dans les glaciers, dans les endroits les plus déserts d'Islande, il se rend compte que dans ces endroits, l'énergie du lieu, au bout d'un moment donné, perturbe la conscience des gens et pour être sûr qu'ils ne pètent pas les plombs, les touristes, donc qui sont quand même payés pour venir faire ce genre de marche exceptionnelle, il les entraîne à faire des jeux quasiment enfantins, des petites chansons, des petites histoires. Parce que s'il n'y avait pas cet échange humain, au bout d'un moment, il serait disturbé par dérangé par ces déserts qui ont l'air habités, quoi, pour résumer. Quoi. Alors, l'importance des terrains, nous en reparlerons tout à l'heure, parce que c'est quand même très important. Il ne faut pas oublier que l'Islande constitue elle toute seule une sorte de phénomène géologique. Il n'y a pas besoin de passer longtemps en Islande sans voir que tout de suite, on est sur un volcan qui éclate absolument de partout, que je ne sais pas combien d'éruptions volcaniques par an en Islande, mais enfin ça doit être quelque chose d'assez impressionnant. Oui, il les prévoit, ça marche ou ça marche pas. Il y en a eu une récemment qui n'a pas été plus amusante que les autres. Oui, une gigantesque. Ensuite, on voit l'eau très chaude, les geysers, qui jaillit du sol avec une violence et une chaleur qu'on ne peut pas imaginer dans nos douillettes habitations françaises. Et en plus, la situation géologique de l'Islande est tout à fait particulière. Elle est située sur une zone de rupture de plaques tectoniques. Donc c'est un lieu quand même qui peut présenter des phénomènes dont nous allons parler tout à l'heure, qui sont quand même assez dérangeants pour la population qui y vit. On a étudié quand même les rayonnements électromagnétiques tout à fait particuliers, l'énergie électromagnétique qui règne dans ces pays-là, et on sait que l'influence de l'électromagnétisme sur le cerveau, c'était testé en laboratoire, n'est pas neutre et qu'elle affecte nos facultés de perception. Alors ça, on y reviendra tout à l'heure. Bon, alors nous avons les elfes, nous avons les trolls, et qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, à propos des trolls, je voudrais dire, ce sont des géants. Donc, ils n'étaient pas encore devenus, en tout cas au Moyen-Âge, ce qu'ils sont devenus maintenant dans les boutiques de souvenirs pour touristes en Norvège. C'est pas des petites choses affreuses. Ils étaient sûrement affreux, puisqu'il y a une expression qui dit aussi bien laid comme un troll, mais on dit aussi riche comme un troll. C'est-à-dire que ça renvoie à l'habitation des trolls sous la roche, dans la montagne. Donc le troll fait peur, mais il détient lui aussi des secrets. À part le troll, il y a des nains. Et le même Snorri Sturluson, dont j'en parlais tout à l'heure en évoquant les Aulvar et les différentes sortes de Aulvar, finit par confondre à peu près les Aulvar et les nains. Les nains, eux, on les connaît un petit peu mieux, comme je dirais à peu près dans toutes les mythologies indo-européennes, mais l'islandaise en fait partie de toute façon. Les nains sont détenteurs du savoir technique, c'est-à-dire que ce sont les artisans les plus habiles qu'on puisse imaginer. Dans la mythologie, lorsque les dieux ont besoin d'un bijou superbe, c'est à eux qu'ils s'adressent. Lorsqu'ils ont besoin d'un lien capable de lier un monstre, un loup monstrueux, ce sont les nains qui vont le fabriquer pour eux. Les nains, bon, c'est peut-être idiot d'entendre ça, n'étaient pas petits. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles... Non, les nains étaient grands, et c'est une des raisons pour lesquelles on dit encore les petits nains. Blanche-Neige et les petits nains, bon, même s'ils sont 7 ou pas. Ah oui, ça a l'air d'un pléonasme, mais en réalité, ce n'est pas un pléonasme. C'est pas un pléonasme. Oui. Personne ne dit les grands géants, à moins d'être complètement oui. Ils sont grands comment les nains alors ça, je ne sais pas. La taille des nains.
mais ils ont dû commencer petit, comme tout le monde. En revanche, leur nom, l'étymologie de leur nom, pour une fois, est intéressante dans le domaine indo-européen, puisque le mot, vous pensez à l'allemand Zwerg ou à l'islandais Dvergur, ou dwarf en anglais, ça veut dire tordu, mal fichu. Et en fait, c'est une interprétation. Il représente vraisemblablement l'esprit des morts, et les morts, on les enterrait en position fétale, autrement dit couchés en zigzag, recroquevillés. Sur eux-mêmes, oui. Voilà. Et ces gens-là sont bénéfiques si on sait les prendre. Ça explique les efforts de courtoisie des gens, ça revient plusieurs fois dans le film de Jean-Michel, et aussi le respect manifesté par les fonctionnaires. Et ils peuvent être très maléfiques si on les prend mal, par exemple par la barbe. C'est ce qu'on trouve après, plutôt dans les contes du Moyen-Âge. Une bonne façon d'arrêter un nain, c'est de l'attraper par la barbe, sinon il va rentrer dans la roche et vous échapper. Ah oui. Et alors, d'ailleurs, curieusement, on retrouve exactement les mêmes êtres dans la mythologie grecque et romaine. D'ailleurs, les ouvriers de Vulcain, oui, qui sont vilains, qui vivent sur terre, qui sont les forgerons, qui fabriquent les beaux objets, etc. D'ailleurs, c'est une chose tout à fait étonnante, c'est de voir la permanence de ces êtres mythologiques à travers toute la planète. Et ça continue maintenant, c'est vrai que la mythologie n'est pas morte, et que peut-être ce qu'on considérait comme des êtres totalement mythiques, ça a peut-être une base quand même dans la réalité qu'on perçoit ou qu'on ne perçoit pas. C'est une des interprétations possibles du mythe. De toute façon, il n'y a certainement pas qu'une seule façon de voir évoluer les mythes. On peut passer de l'histoire ou du concret au mythe, ou l'inverse. Enfin, ce que je remarque, puisqu'on est dans le domaine indo-européen, c'est que chez les Islandais aussi, les dieux sont mutilés. Et que ces mutilations signifient un plus de savoir ou de savoir-faire. Par exemple, Odin, pour connaître, pour savoir, donne un œil en sacrifice. Vous avez le dieu du droit, l'autre grand dieu, Tyr, vraiment un dieu primordial qui va sacrifier son bras droit pour sauver le monde, ou pour, oui, on peut dire pour sauver le monde, ou rétablir l'ordre, ou en tout cas protéger le monde. Et on n'a pas de dieu boiteux, comme vous parliez de Vulcain et Héphaïstos. En revanche, on a un forgeron merveilleux à qui son ennemi va couper les tendons des genoux. Donc à chaque fois, on a une mutilation qui correspond à un savoir-faire. D'ailleurs, c'est un phénomène tout à fait curieux. D'ailleurs, chez les anciens, toute malédiction était une bénédiction, parce que finalement, très souvent les idiots avaient le don de divination, et pour les anciens Grecs, qu'est-ce que c'était le don de divination? Maintenant, on dit, les devins, ils devinent le futur. Mais non, divination, étymologiquement, ça indique un rapport avec le divin. Donc, ce don que nous considérions comme la folie était en réalité un plus extraordinaire accordé aux dieux qui permettait aux êtres d'en savoir plus. Alors, nous allons faire une petite pause musicale avant de continuer notre exploration. Alors, donc, nous reprenons notre pérégrination vers le monde invisible. Alors, d'abord, j'ai vu que vous réagissiez tout à l'heure, Jean-Michel Roux, lorsque nous évoquions le côté un peu, même tout à fait, négatif et hostile de ce petit peuple. Alors vous, quel est votre témoignage, vous, dans l'Islande moderne? Oui, j'ai le sentiment qu'il y a une grande différence entre la perception de ces êtres dans les textes anciens, où ils sont souvent effrayants et voire manipulateurs et plus ou moins démoniaques, alors que moi, ce qui m'a vraiment surpris en plongeant dans la société islandaise aujourd'hui, c'est que tous les gens qui perçoivent... Alors je parle pas des trolls comme le petit fait divers du monsieur qui a été effrayé par une personne de 1 mètre de haut, ça on peut le comprendre. Mais tous les gens qui perçoivent des elfes, en général, trouvent ça beau, positif, et remarquent que ceux qui sont les plus proches de nous, parce qu'il y a quand même une autre chose qu'il faut dire, c'est que le mot elfe désigne en islandais au minimum 20 formes de vie différentes qui vont de 20 cm de haut à notre taille. Et ceux qui perçoivent le plus souvent, les hulls du folk, les gens cachés, sont une société humaine, parallèle aux humains. Et qui se manifeste comment? Qui de temps en temps se présente à nous, et qu'évidemment les clairvoyants voient au quotidien tous les jours, aux abords des villes ou dans les déserts volcaniques, et qui, à la différence des humains, n'ont pas de voiture, pas d'armes, ne fabriquent pas la bombe atomique. Ne polluent pas la planète. Et de manière très étrange, sont toujours habillés avec environ un bon siècle de retard par rapport aux Islandais modernes.
il y a une sorte de décalage. Ils élèvent des animaux, ils ont des églises, et donc ce qu'ils appellent précisément les gens cachés, les hidden people en anglais, les gens cachés, c'est pas les petits gnomes, etc. Voilà, ils préfèrent se tenir à l'écart de nous. Il y a de temps en temps ces interférences avec ces histoires de construction des routes, mais ils sont plutôt paisibles. Et quand il y a eu parfois des échanges de cadeaux, parfois ils offrent aux humains quelque chose en échange d'un service qui est rendu. Est-ce que les cadeaux restent? Parce qu'en général, dans la tradition, les cadeaux donnés par les gens de l'invisible, que ce soit les extraterrestres ou les jnouns, c'est-à-dire le pluriel de djinn, les cadeaux disparaissent. Alors, les cadeaux donnés aux humains, ceux que j'ai observés, bizarrement, m'ont plutôt l'air d'être comme vous savez, c'est parfois ça peut être des anneaux, des médailles, des broches en argent, des choses comme ça, mais qui auraient pu être des objets humains d'il y a 150 ans. On a l'impression qu'ils ont pu les prendre aux humains et nous les rendre. Ou alors c'est vraiment des objets de chez eux, les gens invisibles qui ont un petit siècle de retard dans leur apparence. Mais il y a un petit fait divers quand même qui est troublant et pour lequel j'ai pas réussi finalement à avoir les témoins pour le film, c'est qu'il y a également un contact lié aux accouchements entre ces gens invisibles et les humains. Mais c'est pas les elfes au sens les petits gnomes. Alors ça nous en parlerons tout à l'heure parce que ce côté bénéfique de ces gens cachés, on l'a vu dans l'Europe tout à fait moderne, c'est-à-dire à la fin des années 60, dans un endroit tout à fait extraordinaire dont je pense que pas mal d'entre vous ont entendu parler, qui est Findhorn. Findhorn, c'est cette communauté où je suis allée, qui est au nord de l'Écosse. Et alors là, je vais appeler au téléphone une femme tout à fait extraordinaire, qui est Claudine Brelet. Claudine, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonjour Claudine, je suis bien contente de vous entendre. Alors Claudine, en 2 mots, je ne vais pas énumérer vos innombrables mérites, mais vous avez fait votre thèse d'ethnologie sur Findhorn. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ce qu'est Findhorn, en gardant bien à l'idée que nous parlons du côté justement bénéfique de ce peuple invisible. Alors, qu'est-ce que c'était que Findhorn? Findhorn, c'était au départ un couple d'Anglais. Lui était un ancien officier de la RAF. Elle était son épouse et ils ont été managers d'un grand hôtel. Et puis les circonstances de la vie ont fait qu'ils se sont retrouvés totalement fauchés et chômeurs. Ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous en France. C'est arrivé en Angleterre un petit peu avant chez nous à cause de la désindustrialisation. Et Peter et Eileen Cady, pour les nommer, se sont trouvés tellement fauchés qu'ils ont eu l'idée de commencer à cultiver des légumes autour de leur caravane, parce qu'ils s'étaient réfugiés dans un camp de caravane, comme ça se fait aussi maintenant en France. Et ils ont une amie qui les a rejoints et ils ont commencé à recevoir des, comment pourrais-je dire, des sortes de communications qu'on pourrait peut-être baptiser de télépathiques avec des entités qu'ils ont appelées la Deva, des légumes qu'ils cultivaient. Alors, les Devas, ça relève plutôt du panthéon hindouiste. Oui, oui, Devas, mais bon, il fallait bien leur donner un nom. Oui, donc ils sont allés au fond à l'origine du peuplement de l'Europe finalement, sur les Celtes. Les Celtes viennent du bassin de l'Indus, autant que je me souvienne. Et donc ils ont eu des contacts avec ces esprits, ces anges, on pourrait dire, de chaque plante qu'ils cultivaient, qui leur donnaient des conseils. Alors, ce qui est de très intéressant à Findhorn, c'est pour ça que j'y suis allée, parce que finalement, on pouvait considérer Peter et Eileen comme des héros au fond civilisateurs. Et finalement, c'était des héros civilisateurs d'une civilisation qu'on pourrait appeler une civilisation écologique, puisque en fait, ces entités avec lesquelles ils entraient en contact leur donnaient des conseils pour cultiver sur des sables supposés stériles, au bord de la mer, tout à fait au nord de l'Écosse, donc dans un climat très défavorisé. C'est la même latitude que Leningrad. Oui, et plus au nord que Moscou. Et donc Saint-Pétersbourg, Marie. Excusez-moi.
Et donc, mais à l'époque, c'était Stalingrad, effectivement. Et alors, ce couple a été rejoint peu à peu par d'autres gens parce que ils sont parvenus à des résultats tout à fait extraordinaires, des choux de 20 kilos, des tomates qui poussaient comme en hiver, ça, mais sans aucun moyen technique. Hein. Ils allaient ramasser des algues. Enfin, ils ont réinventé ce qu'on appelle aujourd'hui le compost. Oui, mais il faut préciser. Moi, je suis allée à Findorn et j'ai vu les fleurs en plein hiver, les légumes d'une taille absolument invraisemblable. Oui, tout à fait. Mais Peter et Hélène disaient qu'ils les voyaient, les Deva. Ah oui, alors eux les voyaient. Ils ont eu un ami aussi, Rock, qui vivait à Édimbourg, si je me souviens bien, et qui lui carrément, en se promenant dans une rue d'Édimbourg, s'est trouvé en compagnie du dieu Pan, qu'il a vu. Alors, bon, on est en Écosse. Hein. En Écosse, on voit beaucoup de choses, pas seulement parce qu'on voit du whisky, mais on a beaucoup de traditions. On voit des fées, on voit des fantômes, on voit des monstres dans le Loch Ness, on voit aussi des lutins comme en Irlande. Donc, il y a tout un peuple invisible que les gens voient. Et bon, moi, c'est pas tellement fait pour m'étonner parce que, par exemple, quand j'étais au Nigeria, donc qui est vraiment sous une autre latitude, en Afrique équatoriale et tropicale humide, un jour, un des membres de mon équipe est venu vers moi très mystérieux et je me suis demandé ce qu'il allait me poser comme question. Et c'était simplement, est-ce que vous croyez aux esprits de la nature ? Et alors je lui ai dit, écoutez, oui, d'abord je ne serais pas ethnologue si je n'avais pas une certaine forme de tolérance vis-à-vis de toutes les croyances dans le monde, mais je n'en ai jamais vu. Alors à Finlande, je me suis appliquée, mais je dois avouer que je n'ai pas rencontré le dieu Pan, je n'ai pas rencontré les fées, je n'ai pas rencontré les anges des tomates, ni des petits pois, ni des choux, mais ce qui était très intéressant, c'est que Finlande est devenu un lieu de rencontre pour tous ceux qui réfléchissaient à l'avenir de la planète, et on peut dire que c'était le creuset du mouvement environnementaliste ou écologique. Et aussi, ils ont reçu, ce qui était rarissime à l'époque, bien longtemps avant que le mur ne soit tombé à Berlin, ils ont reçu des scientifiques du bloc de l'Est, dont des soviétiques. Donc, des Israéliens, je me souviens, moi j'étais là au moment où les agronomes israéliens sont venus pour étudier le sol parce qu'ils pensaient que, vu la taille exceptionnelle des fruits et des légumes, la communauté de Findorn, premièrement, faisait circuler des tuyaux de chauffage pour chauffer le sol, parce que... Ah non, il n'y avait rien du tout. Et des engrais absolument exceptionnels. Et alors, c'est pour ça que je vous demandais de témoigner, parce que là, il semblerait bien que ce brave Peter et Hélène, qui n'avait pas particulièrement de don de jardinier... Non, mais ils étaient britanniques. Hein, la main verte. Voilà, oui, je pense que quand on est britannique, on a un respect du monde végétal totalement extraordinaire. Oui, mais c'était sur une terre sablonneuse où, par définition, rien ne pouvait pousser. Oui. Et alors, ce qui est eu d'extraordinaire, c'est que, effectivement, alertés par ça, donc ils ont eu les Israéliens qui ont débarqué, mais ils ont eu des experts des Nations Unies, de la FAO, du Bureau international du travail, ils ont eu le directeur de la science et la technologie pour le Commonwealth, c'est une organisation internationale qui est un peu même dire intergouvernementale, qui est aussi importante que par exemple l'Organisation internationale de la francophonie qui réunit 53 pays. Vous voyez, donc c'était tellement extraordinaire qu'il y a eu un nouvel état d'esprit qui s'est installé. Et ce qui était aussi totalement extraordinaire, c'est que toutes les religions, toutes les croyances se rencontraient là-bas. Et on avait vraiment la sensation d'être sur une planète Terre différente de la société de consommation, de la société de compétition et de tout ce qui peut polluer aussi bien les corps que les esprits, disons. Et des gens venaient, beaucoup de gens étaient des psychiques, on dirait, des personnes qui avaient des médiums, des médiums, beaucoup. Et pas fou, hein, je veux dire, ils déliraient pas du tout, c'était vraiment des gens qui avaient une forme de vision globale évidemment, qu'on n'a pas en France. Et alors, quand, au début des années 70, ils ont eu un afflux d'Américains, beaucoup, mais ils ont eu aussi beaucoup de gens qui venaient d'Europe de l'Est, notamment des Yougoslaves. Je crois qu'il y a eu quelques Bulgares aussi qui sont venus, quelques Hongrois, et
qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ce mouvement, ça a commencé par l'Europe, on pourrait dire, il y a eu les Américains qui sont venus, puis à travers l'Europe, il y a une quantité d'associations qui se sont créées, inspirées par Findhorn, et ça a contribué à lancer aussi ce qu'on appelle la médecine holistique. C'est-à-dire que ça a été un véritable creuset de civilisation. Et c'est vrai, quand j'ai rencontré Eileen et Peter en 1976 à côté de Montségur, chez des amis, soufis d'ailleurs, David est le neveu de Pirinayat Vilayat-Ram, et Cilia, qui était mariée avec lui, était est toujours la fille de Sir Anthony Brooke, l'homme des arbres. Donc c'était des gens extraordinairement sympathiques, ouverts, chaleureux. Et puis la chose extraordinaire, c'est que contrairement à ce certain nombre de communautés New Age qui ne font que tourner en rond, en channelisant n'importe quoi et en croyant n'importe quoi, Findhorn a été extraordinairement concret. Il n'est que de voir d'ailleurs les photos parues de la végétation et ce qui est sorti de ce mouvement de Findhorn. Oui, tout à fait. Il y a une sorte d'université qui a commencé par un centre de conférence où des gens sont venus du monde entier pour partager des idées pour des chercheurs, de très grands chercheurs dont on parle aujourd'hui, du niveau de Capra, des gens comme Anthony Judge qui a fait un travail formidable au niveau justement international, au niveau des ONG et des relations des ONG avec les Nations Unies. Enfin, c'était vraiment de très très haut niveau. Mais ça n'est pas tombé dans le grand public. Ils ont évité justement ce côté un peu mercantile dans lequel ils auraient pu tomber très facilement, en faisant des visites touristiques par exemple, mais ils ont aussi évité le côté nuageux, nuageux, de la nougat. Nuageux, oui. Et c'était effectivement très concret puisque le mot d'ordre, je crois que c'est encore comme ça à Findhorn, quand les gens viennent, on leur donne le choix entre plusieurs activités concrètes. Alors ça peut être du jardinage, ça peut être de la menuiserie, ça peut être de l'informatique, participer à un atelier sur les énergies douces et renouvelables, vous faire de la danse aussi, par exemple, ou du tai chi, mais c'est toujours de très très grande qualité parce que la vie est assez dure là-bas, c'est-à-dire que il y a quand même des horaires précis, on évite, maintenant tout le monde s'est arrêté de fumer, mais dans la fin des années 60, beaucoup de gens fumaient, donc c'était pour eux un très grand effort que de venir dans cette sorte d'université d'avant-garde, on peut dire ça, de Findhorn, surtout en ayant une discipline alimentaire et oui, une hygiène de vie. Une hygiène de vie, c'est ça. Une hygiène de vie, mais pas du tout aucun ordre, en fait, pas de gourou. C'est-à-dire que aussi Peter et Eileen Cady ont su échapper à la gourouisation. Beaucoup de gens qui créent des mouvements d'idées, etc. Après se prennent au jeu et ils ont pris leur travail très au sérieux, mais eux jamais. Peter était très drôle. Ils avaient des enfants aussi. C'était très famille, et en même temps très britannique. Et il y a quand même une chose qu'il faut préciser, c'est qu'à un moment, les Devas ont dit, maintenant c'est suffit, on vous a montré qu'on existait. Et on arrête. On vous a montré qu'on était le lien incontournable entre un monde un peu plus haut et celui de la Terre, que la Terre est une planète sacrée qu'il faut respecter. On a fait notre boulot, on vous a appris, maintenant c'est suffit, on ne se manifeste plus, vous vous débrouillez sans nous. Ah oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La végétation est redevenue quasiment normale. Mieux qu'ailleurs, parce qu'ils savent travailler la terre, mais les merveilles des jardins de Findhorn, dont vous avez parlé dans un livre d'ailleurs, se sont arrêtées quand même. Ça s'est arrêté. Alors, ce qu'il y a d'étrange, c'est que j'ai entendu aussi, il y a eu quelque chose d'un peu similaire qui s'est produit au Mexique. À Culiacán. Voilà. Donc un paysan mexicain, paysan analphabète, lui aussi est entré en contact. Il parle aux plantes, il parle aux énergies des plantes, il parle aux devas des plantes, et on a également l'Université de Mexico s'y intéresse. Tout à fait. Et oui, j'ai étudié ce dossier de très près, c'est absolument extraordinaire ce que fait ce Mexicain. Parce qu'en plus, on pensait que ces légumes tellement gigantesques qu'il obtenait
ne serait absolument pas intéressant au point de vue nutritif et ne comporterait que de la cellulose. Et on s'aperçoit que ce sont des merveilles au point de vue alimentation. Hein. Mais c'est ce qui se passait aussi à Finlande. La nourriture qui provenait des jardins, donc était c'était des légumes extrêmement savoureux. Je pourrais comparer ces saveurs assez extraordinaires qu'on ne retrouve pas évidemment dans les légumes achetés dans les supermarchés, même sur les marchés d'ailleurs. À force et même sur les marchés biologiques. Oui, d'être trimballé d'un continent à l'autre dans des caisses réfrigérées, c'est vraiment pas l'idéal pour ces végétaux. Mais j'ai trouvé la même chose. Un jour, j'étais dans une ferme qui pratiquait l'agriculture biodynamique. Donc, suivant les conseils donnés par Rudolf Steiner. Et effectivement, c'était une nourriture qui était très savoureuse et très... on avait l'impression qu'on mangeait de l'énergie, je dirais. Voilà. Alors, ce qui était intéressant, c'est pour ça que je voulais avoir votre témoignage, Claudine. Merci de nous avoir appelés. C'est que, donc, ces créatures de l'invisible, qu'on les prenne de la façon qu'on les interprète, de la façon qu'on veut, sans vraiment correspondre à une réalité, que de temps en temps, elles vous donnent quand même des preuves de ce lien qu'on peut avoir avec un monde qui n'est pas celui de la réalité dite objective. Oui, mais bon, on retrouve ça partout dans le monde. Je vous parlais de ce membre de mon équipe au Nigeria. Bon, quand vous êtes en Afrique, évidemment, presque tout le monde voit ces créatures de ce que nous appelons le monde invisible. Voilà. Alors évidemment, on les voit beaucoup en Islande. Merci Claudine. À très bientôt. Hein. Bonne soirée. Au revoir. Ces créatures, on les voit en Islande, on les voit ailleurs. On les voit partout dans le monde d'ailleurs. Bon, nous intéressons à l'Islande grâce à Jean-Michel Roux qui a eu le courage quand même de faire un documentaire occidental sur un phénomène occidental. Attendez, quand vous dites le courage, non, c'était surtout la passion, une joie, une passion, parce que à l'époque où j'ai décidé d'enquêter à plein temps pour faire un film, je venais de réaliser un premier long métrage de science-fiction. C'est un peu difficile en France de faire des films dans le genre science-fiction, donc ça a été assez long et éprouvant de enfin réussir à finir ce film qui sort, et j'étais sur les genoux à l'issue de 3 ans de travail pour faire ce film ambitieux, et comme par enchantement, juste au moment où je me disais bon, maintenant je venais d'écrire 5 résumés de nouveaux projets de films de fiction, tout d'un coup une émission de Canal+ qui était assez fantaisiste et L'œil du cyclone, ouverte d'esprit me dit tiens, t'aurais pas une idée de documentaire? Et c'était 7 ans après mon premier repérage en Islande, et comme ça, mais je leur dis sans penser même que ça va les intéresser, je leur dis je ferais bien un documentaire sur les elfes en Islande, mais en même temps je me disais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir filmer vu qu'ils sont invisibles. Ça me paraissait, oui, je venais de faire un film de science-fiction avec des effets spéciaux, tout ça. Et comme par magie, le mot elfe a rebondi dans la tête des responsables de l'émission et du Cyclone, spécialement Pascal Faure et Alain Burros, qui m'ont dit très bien. Alors en plus, eux, ils avaient plutôt l'habitude de faire des documentaires avec beaucoup d'archives qui étaient remontées. Et là, moi, je leur disais, voilà, je vais aller tourner en plus en 16 mm, parce que j'aime pas la vidéo, ça coûte un petit peu plus cher. Comme ils vont parler en islandais, on va le tourner en scope, comme ça je pourrais mettre les sous-titres dans la bande noire en dessous. Ils ont dit ouais, très bien, et ça coûtait 2 fois plus cher qu'une émission habituelle, et ils m'ont dit mais pas de problème, vas-y. Donc le mot elfe a été une espèce de mot de passe magique, et alors à ce moment-là, je me dis mais comment je vais faire au fait? Il dit ça y est, ils viennent me dire ok, faut que je fasse le tournage avant l'hiver, parce qu'en hiver il fait nuit, c'est moins passionnant de montrer l'Islande quand il n'y a pas de lumière. Et donc j'ai l'occasion sur les conseils de mon amie franco-islandaise Solveig Anspar, de rencontrer une Islandaise du pays qui parle à peu près bien le français et qui pour moi commence à enquêter avant que je débarque à mon tour enquêter. Et pour la première fois de ma vie, en débarquant en Islande pour préparer ce court-métrage qui s'appelait Elfland, je commence à discuter, donc à collaborer avec des médiums et des clairvoyants. Si vous voulez, préalablement, ça ne m'était jamais arrivé de me dire tiens, allons voir une voyante, parce que bon, j'ai pas envie d'avoir des rendez-vous concernant la divination, tout ça, ça m'intéressait pas. Mais là, c'était juste des gens qui étaient totalement surpris qu'un Français vienne chez eux pour leur dire alors c'est vrai qu'il y a des elfes en Islande. Ça les faisait sourire gentiment, parce que pour eux, les elfes, ils savent très bien que nous, ce qui nous intéresse, c'est
c'est disons les hobbies de Tolkien, les gnomes de la mythologie. Et si vous voulez, quand je leur posais la question, ils tournaient la tête vers le jardin, puis ils disaient, mais écoutez, oui, il y en a là partout. Non, alors, il y en a là partout, ça veut dire, on les sent ou on les voit? Ah, eux, ils les voient, les clairvoyants. Alors, les clairvoyants seulement. Alors, justement, vous, Olivier, dans le... C'est affreusement myope, moi. Oui, non, mais je veux dire, dans la tradition, est-ce que ce qu'on appelle maintenant, allez, on va faire vite, hein, on va prendre un terme générique, ce petit peuple se voit ou non, dans la tradition? Ah oui, tout à fait. Mais il se voit avec les yeux et pas avec un troisième hypothétique œil. Il se voit avec les yeux si on est extrêmement discret et prudent. Vous en retrouvez un avatar un peu diminué dans les récits de Noël, dans toute la Scandinavie, où il y a des petits tomtes chez les Suédois, des petits bonshommes. Ils viennent, ils mangeront le gruau, etc. Ils protégeront la maison, à condition qu'on n'essaie pas de les surprendre. Vous en retrouvez des échos dans les contes de Grimm, vous savez, les petits nains qui viennent faire le travail du cordonnier, jusqu'à ce que la femme du cordonnier mette des petits pois, ou je sais pas quoi d'ailleurs, dans l'escalier. Les petits nains se cassent la figure, elle les voit, mais ils ne reviennent plus jamais. Donc ils se voient. C'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont, enfin je sais pas si je l'ai dit comme ça, ils sont concrets. On pourrait les prendre si on osait, et s'ils se laissaient faire. Et les toucher. Les spécialistes de la vision expliquent cela par un phénomène de la vision périphérique. C'est-à-dire, on ne les voit pas en face. Moi, je raconte juste une petite, et je vais vous passer une petite anecdote. J'ai été élevée dans une famille nombreuse avec une arrière-grand-mère d'origine polonaise, qui me racontait toujours des contes de fées. Et j'adorais les contes de fées. Et quand j'étais petite fille, quand j'avais 6 ans, je voyais les fées. Je voyais les fées, donc ça faisait partie de mon univers, et j'ai jamais mis en doute l'existence des fées. Jusqu'au jour où j'ai surpris une conversation entre ma mère et mon arrière-grand-mère, ma mère lui disant, mais maman, c'est de la folie de raconter des histoires de fées à Marie-Thérèse, elle a déjà tellement d'imagination, ça suffit comme ça. Et mon arrière-grand-mère lui répondant, mais écoute, ma petite fille, les fées existent, si tu les vois pas, c'est ton problème. Mais à partir du moment où j'ai entendu cette conversation, il y a eu la fissure qui est venue, et je n'ai plus vu les fées. Je n'ai plus vu les fées, je suis obligée de dire, tant pis, je le dis sur les ondes, jusqu'à il y a 7 ou 8 ans, où je vais me promener dans la forêt de Fontainebleau. J'adore les arbres, j'ai un besoin physique de marcher dans les forêts. Et à un moment, dans une clairière, et Dieu sait que pour moi, à l'époque, les fées n'existaient pas, n'existaient pas sur le plan visible. Et je vois une fée devant moi, et puis 2 petites fées très jolies. Je me frotte les yeux, et je me dis, parce que j'ai entendu les explications des neurosciences nous disant c'est un phénomène dû à la vision périphérique, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous pouvez percevoir non pas en face de vous, mais quand vous regardez quelque chose qui est en face de vous, vous le percevez vaguement sur votre droite ou sur votre gauche, c'est ce qu'on appelle la vision périphérique. Donc j'ai décalé mon regard. C'est une gymnastique intellectuelle de se discipliner comme ça à ce moment-là. Jusqu'au moment où je les ai revus très nettement, j'ai remis mon regard tout doucement, mais lentement, en me disant pour qu'elle reste, de face. La fée est restée. Bon, ça a duré peut-être, évidemment, je ne regarde pas sa montre à ce moment-là. Ça a peut-être resté 3 ou 4 minutes, c'est assez long comme perception. Et je suis toujours puzzle. Je ne sais pas quoi penser de cette expérience que j'ai vécue. Alors, vous dites, on ne doit pas les... On ne doit pas les déranger, on ne doit pas être indiscret. Les déranger, c'est ça, c'est assez étonnant. Il y a quand même plusieurs cas de figure dans la perception de ces êtres, quand même issus de mondes parallèles pour parler de manière résumée. Mais, si vous voulez, il y a ceux comme vous dites, qui voient ces êtres avec le 3e œil toute la journée. Il y a ceux qui ne les voient jamais, puis de temps en temps, ils en voient une fois, alors comme s'il y avait une interférence. Vous voyez, comme si on passait de Europe 1 à Radio Ici et Maintenant, et puis boum, on repasse chez nous. Et puis, il y a le fait que parfois ces êtres qui, eux, nous voient, se densifient, c'est-à-dire arrivent à notre énergie de matérialisation, et donc apparaissent en 3 dimensions, de par leur propre volonté.
Alors, Et il y a également l'autre cas de figure, c'est que d'après mes amis qui voient les gens cachés, eux-mêmes ne savent pas qu'on existe et ils ne croient pas à l'existence des êtres humains. Sauf la petite proportion de clairvoyants de ces gens cachés qui annoncent à leur civilisation « Ah, vous savez, il y a des humains à l'autre bout du champ, mais personne ne les voit. » Et donc, c'est les clairvoyants des deux races ou des deux civilisations qui communiquent entre eux. Mais alors c'est amusant parce que tout à l'heure Claudine Brelet nous parlait de l'apparition du dieu Pan à Peter et Hélène Caddy, et quand ils ont vu le dieu Pan, ils ont vu d'ailleurs d'autres choses, ils ont été évidemment stupéfaits de voir le dieu Pan, enfin un petit faune ravissant et charmant. Ils sont restés comme ça, tous les deux le voyaient, et le dieu Pan avait l'air aussi stupéfait quand il s'est perçu que Peter et Hélène Caddy les voyaient, et le dieu Pan leur a dit, comme leur a dit d'ailleurs une autre entité qui est apparue, mais normalement, vous ne devriez pas me voir. Qu'est-ce qui se passe? Une interférence. Bon, alors, on parlera encore de ça tout à l'heure, parce que, effectivement, on peut se demander qu'est-ce qui reste dans le spectre de la lumière que notre œil peut appréhender, et s'il n'y a pas des phénomènes à droite et à gauche de cette bande du spectre qui peut quand même interférer. Ça, nous allons y revenir tout à l'heure. Olivier, oui, vous voulez dire? Moi, j'ai une question, si vous voulez bien, que je poserai volontiers à Jean-Michel à propos de ces interférences. Il y a dans votre film un personnage qui est passablement curieux. Il est mi-Jésus-Christ, mi-Topinambour. Il s'appelle Ananda. Oui. D'où vous l'avez sorti, celui-là? Oh, alors là, c'est le seul nom islandais des témoins rassemblés pour le film. D'abord, il n'est pas islandais, il est d'origine anglo-française et il habite en Norvège. Ouais, il n'a pas de chance. Mais, alors là, je veux bien faire une petite parenthèse sur Ananda parce qu'évidemment, comment dire, il détonne dans l'ensemble des témoignages du film. Voilà. Soyez clair pour les auditeurs qui n'ont pas vu votre film. Hein. Oui. Oui, voilà. Bon, en préparant le film, moi, je cherchais de manière large tout ce qui pouvait me transmettre des informations sur l'Islande et les êtres invisibles. Il faut dire aussi que l'enquête en Islande ne parle pas que des elfes et des gens cachés. Mais ça nous parle n'avons pas aussi fini l'émission. Non, hein. j'ai organisé le film en chapitres. Ça parle aussi des fantômes, des extraterrestres, des monstres aquatiques, des anges et des autres dimensions en général. Bon, et du don des guérisseurs. Donc c'est quand même assez vaste comme champ d'études. Mais moi j'étais tellement curieux de connaître tout ça, de comprendre, que j'ai décidé d'investiguer dans toutes ces directions. Et Ananda était un ami de quelqu'un que j'ai rencontré par hasard, dont elle avait perdu le contact depuis une petite dizaine d'années, et dont elle pensait qu'il travaillait pour la station américaine de la NASA près de Reykjavik, en tant que médium ambassadeur entre l'armée américaine et les extraterrestres. Alors ça me semblait tellement incroyable que j'étais curieux de rencontrer ce monsieur qui travaillait pour cet ambassadeur. Oui. Cet ambassadeur. Finalement, on retrouve ses coordonnées juste avant le tournage du film. Il vient nous voir à Paris et il m'explique, il me jure, en fait, je suis sûr qu'il était sincère, que jamais il aurait fait ce travail, mais en fait son ami avait confondu la Norvège et l'Islande, et toujours est-il que cet Ananda, passionné par le sujet de mes propres recherches, m'explique ce qu'il pense de la situation géophysique en Islande, par exemple, qui pense que c'est fort possible qu'il y a des points sur la planète qui sont des zones d'anomalie, des zones d'interférence, où il n'y a pas seulement des elfes, mais souvent conjointement des monstres aquatiques, des phénomènes d'apparition d'ovnis, et un plus grand pourcentage dans la population de gens qui ont le don de voyance. Et bref, de fil en aiguille, je trouve son point de vue tellement précis et synthétique et finalement exprimé avec un œil extérieur au peuple islandais que j'ai trouvé intéressant de l'intégrer. Alors c'est sûr qu'il détonne un peu parce d'abord il parle anglais et voilà, quoi, il a un point de vue de l'extérieur. Mais pourquoi est-ce qu'Ananda vous a intéressé, Olivier? Ce qui m'intéressait, c'est d'abord ce qu'il disait, qui est prodigieusement passionnant, parce qu'il propose des explications qui paraissent scientifiques à des phénomènes qui ont l'air totalement aux antipodes de la science, par son attitude aussi, inspirée de l'espèce d'aura qui émane de ce personnage-là, qui, bon, à l'évidence, il n'était pas scandinave, mais ça n'a pas tellement d'importance. C'est vrai que ce monsieur est passionné et érudit de tous ces domaines dont on parle dans cette émission. Et il a l'habitude de faire des conférences qui durent 3 fois 13 heures. Il est venu il y a 2 mois à Paris. Malheureusement, 3 fois 13 heures. Malheureusement, j'étais pas là. Et si vous voulez, il est vraiment un puits de science. C'est maintenant il est battu. Passionnant, quoi. Moi, je trouve beau que des gens qui ont beaucoup de connaissances vivent pour les transmettre. Point. Voilà.
C'est même pas pour enseigner ou pour vendre quoi que ce soit, c'est juste pour transmettre une Non, connaissance c'est très bien. à Oui, ceux oui. qui le souhaitent. Quoi. Oui. Nous allons faire une petite pause avant de rebondir sur ce problème de la situation géophysique de l'Islande et de la possibilité des perceptions que ça peut engendrer. Et aujourd'hui, nous parlons à propos de la sortie du DVD du film de Jean-Michel Roux, Enquête sur le monde invisible, et bien de tous ces phénomènes et de ces mondes un petit peu en dehors de notre réalité qu'on arrive parfois à percevoir et qui sont particulièrement perçus en Islande, qui est le lieu où Jean-Michel Roux a situé son film. Alors, en discutant tout à l'heure avec Olivier, nous parlions du problème spécifique que pose l'Islande par rapport à sa situation géophysique. Maintenant, je vais appeler quand même une grande pointure. J'ai une grande pointure de la science, c'est-à-dire pas du tout un chercheur marginal. C'est quelqu'un qui a fait des études dont je vous vais parler brièvement tout à l'heure, mais ce ne l'a pas empêché d'avoir des curiosités dans les domaines qui nous intéressent, et plus que des curiosités. Alors j'ai la chance d'avoir Guy Arco au téléphone. Vous m'entendez, Guy? Oui, je vous entends. Bon. Marie-Thérèse, merci. Guy, vous êtes géophysicien. Vous avez travaillé 35 ans dans le domaine de la géophysique appliquée. Vous pouvez nous dire très brièvement, pour que nos auditeurs situent à peu près à quel niveau vous êtes? Oui, la géophysique appliquée est une méthode qui permet de découvrir et de localiser les structures qui recèlent soit des hydrocarbures, soit des mines, ou aussi la découverte de l'eau, l'hydrologie. On utilise des méthodes qui s'apparentent à la mesure du magnétisme terrestre, celle de l'enregistrement des courants électrotelluriques naturels, la mesure du champ de gravité, qui dépendent, toutes ces mesures, des positions relatives de la Terre, du Soleil et de la Lune. Bien. Et ensuite de la sismique, réflexion et réfraction, qui est en quelque sorte l'auscultation par des ondes sonores et vibratoires de la surface de la Terre. Et tout ça dans un but bien intéressé, j'imagine. Il s'agissait de recherche pétrolière ou minière, non? Minière, éventuellement aussi d'uranium. Et d'uranium. Bon. Alors, évidemment, ça peut se surprendre que je fasse appel à vous dans le cadre qui nous intéresse, c'est-à-dire les croyances et éventuellement l'existence de ce qu'on appelle le petit peuple. Alors d'abord, est-ce que ça vous hérisse que je vous appelle pour cela, Guy? Toute question est ouverte. Je ne suis hérissé en rien du tout. Ce qui est intéressant, dans le cas qui nous intéresse, nous sommes en Islande, qui est une île, qui a une configuration à la fois géophysique et tellurique tout à fait particulière. Tout à fait particulière en effet, puisque l'Islande est à la limite d'une fracture très importante de l'écorce terrestre qui, on peut dire, découpe l'océan Atlantique en deux, depuis le pôle Nord jusqu'au pôle Sud, et qui s'appelle la Grande Fracture Atlantique. Oui, et puis en plus, c'est un terrain éminemment volcanique. Évidemment volcanique, puisque dans un immense plateau qui est constitué essentiellement par des granites, on a toute cette surgescence de multiples volcans, à la fois sous-marins et en même temps aériens, qui périodiquement sont toujours en activité et ont d'ailleurs augmenté sur les 100 dernières années de plusieurs kilomètres carrés la surface de l'île elle-même. Donc l'Islande s'agrandit. Très bien. Alors, ce qui nous intéresse, n'est-ce pas, précisément, c'est comment, à la rigueur, à la lueur de la science, on peut comprendre comment des êtres pourraient avoir des perceptions que d'autres n'ont pas. Je m'entends, il y a d'un côté les superstitions, les fantasmes, les légendes, mais on sait bien que souvent les légendes s'ancrent dans un terrain qui a une base de réalité. Il y a autour de nous des êtres qui se disent voyants, qui se disent médiums, il y a des chamans, qui semblent avoir des perceptions du réel, je mets évidemment le mot réel entre guillemets, tout à fait élargies par rapport aux perceptions normales. Est-ce qu'on pourrait penser que la situation de l'Islande permettrait à ses habitants de percevoir ce que nous ne percevons pas?
Eh bien, il faut d'abord dire que l'Islande a en moyenne, disons, 2,9 habitants par kilomètre carré. Et un pays où il y a peu d'habitants pour une très grande surface, un pays dans lequel il y a un combat permanent entre le feu et la glace et l'eau, où il y a des geysers, où il y a une climatologie extrêmement rude, où les gens vivent essentiellement de la pêche. Il est évident que les gens qui vivent dans ces conditions-là ne sont pas du tout liés aux mêmes forces que ceux qui sont en forêt tropicale. Alors ça, c'est une première chose. Et quant à leur connaissance ou à leur perception, toutes les légendes, toute la mythologie des mineurs, toute la mythologie des anciens, même écrite par des textes qui datent des années 1500, comme les textes de Agricola, on voit des représentations qui sont faites dans lesquelles les mineurs, avec leurs costumes traditionnels, avec un bonnet pointu, etc., sont en quête de reconnaissance, en quelque sorte, de phénomènes qu'ils considèrent comme des gnomes. Oui. Voilà. Donc il y a ce qui était appelé d'une manière traditionnelle ou mythologique les esprits des éléments. On a donc cette présence qui semble constante dans l'Antiquité, ou dans toutes les grandes civilisations, dans l'Égypte, la Grèce, le bassin méditerranéen, pour ne citer que cela, sans m'étendre en Asie. Et en Islande, automatiquement, dans l'héritage et dans la suite du celtisme, on a une sorte de perception vivante. Ah, nous parlons de perception, hein, de perception vivante. Sans, disons, au départ, sans initiation particulière, c'est un peu comme si l'être qui vit dans un terrain comme celui-là, peu à peu, ressent son corps comme quelque chose qui le lie au cosmos, d'un côté, et de l'autre côté qui le lie à la Terre. Et entre ces deux mondes, il y a un intermonde, on pourrait dire, qui enclose ce mystère. Et ce mystère, c'est un peu celui des éléments, des élémentaux. Oui, mais encore une fois, je suis obligée de faire une différence entre une sensation diffuse et ce qu'on appelle la perception. Hein, parce que la perception, c'est le travail que fait notre cerveau pour organiser les sensations en quelque chose de compréhensible. Oui, les liaisons neurocorticales, que l'œil est un capteur. La peau est un capteur. La chaleur ou le froid que nous ressentons sont donc des différences d'intensité en physique de champ qui sont traduites par le réseau nerveux et arrivent à donner cette sensation d'aise ou de malaise, du chaud et du froid. Dans la vision, c'est la même chose. Vision diurne, vision nocturne, le capteur qui est l'œil reçoit des informations qui sont liées par les interfaces des objets. Mais il n'est pas dit que la vision, c'est-à-dire la perception directe de l'œil, puisse atteindre d'autres états. Dans toutes les traditions, et aussi dans la tradition de l'Islande, il y a des gens qui disent, quand on regarde le brouillard, eh bien on a l'impression, on a la sensation, on a la vision qu'au travers du brouillard, on voit des formes qui se constituent à caractère anthropomorphique et qui sont répétitives. Donc on voit à peu près toujours la même chose. Enfin. Alors les personnes qui y sont sensibles, ou qui ont développé cette sensibilité-là, ou qui ont cette sensibilité naturelle, en ont la même description. Et c'est ce qui est important. Voilà. Ça, c'est qui est quand même très troublant. Hein. Oui et non, parce que c'est un peu le problème qu'on pourrait poser dans ce qu'on appelle le signal du sourcier, comme l'a défini Rocard, la perception radiesthésique en quelque sorte. Les gens ont chacun leur méthode, mais si, par exemple, Rocard a mis en évidence que un cours d'eau souterrain qui est en mouvement canalise le champ magnétique terrestre et les courants électrotelluriques naturels pour donner une anomalie, ça ne dira rien à personne peut-être, mais une anomalie magnétique dont la valeur peut être mesurée par un appareil scientifique et peut être perçue par le réflexe du sourcier. Bon, voilà un type de perception qui est particulier à certaines personnes.
Mais le type de vision est du même ordre. C'est-à-dire que ce n'est pas le capteur direct de l'œil qui traduit des informations qui sera à caractère lumineux. C'est quelque chose d'autre, comme s'il s'agissait d'une polarisation particulière. Un phénomène de polarisation comme la lumière polarisée, ou comme une polarisation électrique ou une polarisation magnétique. Cette polarisation des phénomènes fait que d'un seul coup, plusieurs personnes voient cette chose. Alors on va encore une fois remonter d'un cran le problème. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette polarisation? Est-ce que ce serait des anomalies gravimétriques? Est-ce que ce serait des champs électromagnétiques? Est-ce que ce serait un tellurisme? Enfin, je ne sais pas. C'est le fait que aussi, dans une terre qui est très isolée, c'est le cas de l'Islande, où on est en contact direct avec les éléments, et des éléments qui se manifestent d'une manière extrêmement rude. On est en face d'une perception générale et d'une vie qui est différente de celle des hypertechniques que le monde a développées toutes ces dernières années. Hein? Depuis le Haut Moyen-Âge, sans essayer de trouver que le Moyen-Âge a une mentalité purement magique pour ces choses-là, mais à l'époque où il n'y avait pas encore de technique très indépendante de la nature au sens strict, l'homme trouvait en quelque sorte un esprit dans la vision de la nature. Et c'est l'autonomisation croissante de la technique moderne qui a pétrifié le regard de l'homme contemporain, qui a été de plus en plus fasciné par ce qui est matériel, mécanique, etc., et qui devint alors pour lui ce qui est appelé scientifique. Or de là est absente toute une réalité de fonctions spirituelles divines liées à la fois à l'origine de l'évolution de l'homme et éventuellement de l'existence de structures spirituelles vivantes. Alors ça serait quand même un monde refuge pour échapper aux diktats du monde matérialiste. C'est peut-être pas un monde refuge, mais c'est la réalité d'un monde qui est ce qu'il est. Peut-être pour vous donner une anecdote assez étonnante que j'ai vécue avec toute une équipe en prospection au Sahara dans l'année 1956. Nous étions au centre du Tanezrouft. Le Tanezrouft, c'est un des plus grands déserts du monde. Tanezrouft, ça veut dire en langue tamatchèque peur et soif. À une distance qui était de la ville de Regan, qui a été bien connue par rapport aux expériences nucléaires, à peu près à une distance de 6 jours en marche de chameau. Ce qui fait que c'est une zone où sur la cartographie il y avait marqué région non reconnue à l'époque. On dessinait des lions sur les vieux atlas. Oui, les atlas. Nous là, il n'y avait pas de lions du tout. Oui, on dessinait des lions. Il aurait fallu qu'ils puissent manger quelque chose, il n'y avait rien. Oui. Or, un désert absolu sans plantes, dans lequel on ne trouve même pas à cet endroit-là de scorpions, ni d'autres déchets, ni d'autres micro-cadavres d'un animal. Donc sur des milliers d'hectares, du sable, ou du reg, des cailloux. Et on était en train de faire une mesure, les mesures duraient en méthode électrotellurique environ une demi-heure par point de mesure. Il y avait une équipe dans laquelle c'était moi qui faisais les mesures, et il y avait une équipe d'autochtones qui avaient été recrutés successivement à Alger, à Salah, à El Goléa, à Drar, etc. Et ces gens-là travaillaient comme auxiliaires, c'était des Algériens, ils travaillaient comme auxiliaires dans la société, et la plupart, tous étaient musulmans. Or, d'un seul coup, sur le plan de l'horizon, on a vu apparaître un point noir sur le sol clair. Sur ce sol clair, un point noir, on dit tiens, qu'est-ce que c'est? Alors, tout le monde regarde, surtout au désert, il n'y a rien du tout. Et tout en faisant la mesure, les uns et les autres, alternativement, regardaient ce point noir qui avait l'air d'avancer vers nous. Donc on avait une vision à peu près de 1700 mètres devant nous, et ce point grossissait, puis quand il arrivait à 100 mètres, on voyait très bien que c'était un homme qui avait ou un personnage qui avait comme un costume très sombre, etc. Bon, et quand il est arrivé à 10 mètres, à 5 mètres devant nous, on a vu un personnage qui aurait pu ressembler à un papou, à un autochtone très hirsute, oui, avec des cheveux relativement longs, mais pas trop longs, très crépus, un teint très blanc, pas du tout basané,
marqué de rides extrêmement profondes, mais comme un teint très clair, avec une barbe hirsute également, des yeux noirs extrêmement brillants, des membres très grossiers, une charpente, une ossature, un peu de nain géant en quelque sorte. Et surtout, ce qui frappait tout le monde, c'est que sous les pieds qui étaient nus, il y avait de la corne, de l'épaisseur en hauteur de 4 doigts, 5 doigts. Ah, mais attendez, vous étiez si près que vous puissiez Absolument. voir... Oui. Parce que le personnage est venu vers nous. Alors on a tout de suite pensé, c'est quelqu'un qui était garé, etc. Et d'abord il a effrayé l'équipe par sa tête, qui ne ressemblait à aucune tête qu'on trouve en Afrique. Ensuite, ce personnage a été couvert de haillons qui étaient tous rapiécés par des morceaux de ficelle. Il y avait un trou, un nœud, une ficelle. Il y avait une couverture très grossière, on peut dire, c'était même pas des vêtements, c'est des morceaux de vêtements. Mais il avait en lui une force musculaire énorme. Et il a essayé de parlementer avec nous, et aucun des autochtones ne pouvait comprendre ce qu'il disait. Et il a fait un geste, alors on lui a proposé de l'eau, et de la main il a fait non. À manger, il a fait non. Et il a porté le pouce et l'index à ses lèvres, comme s'il mimait qu'on fume, quelqu'un qui fume. Alors, un garçon qui était là a sorti de sa poche un paquet de cigarettes, très étonné, et tout de suite, il s'est incliné devant lui, et il a pris la cigarette, on lui a allumé, et alors, à la stupeur de tout le monde, dès qu'il a allumé, il a mis le feu de la cigarette dans sa bouche. Et il l'a fumé en soufflant et en aspirant, en soufflant, en aspirant sans arrêt, dans un état de béatitude absolument extraordinaire. Alors évidemment, le plus grand silence. Tout le monde se demandait qu'est-ce que c'est que ce bonhomme, d'où est-ce qu'il sort, sa tête, ses pieds, ses mains, tout ça. Il avait des mains, chaque doigt était large comme 2 à 3 doigts de nous. J'espère que vous avez pris une photo. Quelqu'un a pensé à prendre une photo. Non, on n'était pas là pour faire des photos. On n'avait pas de matériel. On avait déjà suffisamment d'ennuis à faire les mesures. C'était pas ni du tourisme, ni de l'exploration. On avait le minimum du matériel pour transporter l'eau et les appareils. Et alors, bon, d'un seul coup, il y avait un filtre au bout. Et il s'est arrêté au filtre. Et il a fait un petit trou dans la terre, mais il a mis le filtre en terre. Il nous a tous regardés, on lui a demandé s'il en voulait une autre, et il a fait non de la main. Il s'est incliné, il a fait demi-tour, et il est parti en courant comme il était venu. Alors évidemment, toute l'équipe s'est demandé ce que ça pouvait être, et certains qui étaient musulmans pieux se sont immédiatement mis en prière en disant que c'était un roi des gnomes. Un roi des gnomes, oui. Voilà. Il avait laissé des empreintes sur le sable ? Oui, des empreintes relativement légères d'ailleurs par rapport à son poids, mais des pas qui étaient comme des pas, comme s'il avait une énorme semelle, la corne sous les pieds ressemblait à des semelles crêpes. Non, alors comment est-ce que vous considérez cet être pour vous éviter dans la discussion? Moi, si vous voulez, vous savez quelquefois on a entendu parler de l'homme des sables. Bon, l'homme des sables c'est une légende. Est-ce que cette légende a été bâtie sur des rencontres de ce type? Je n'en sais rien. Mais nul ne savait d'où il venait, nul ne savait où il allait. Or, tous l'équipe, les autonomes qui étaient là, connaissent parfaitement cette zone, puisqu'on la sillonnait tous les jours en camion. Et on sait bien qu'il n'y a personne. Or, d'où sortait-il? Eh bien voilà. Comme quelqu'un qui est localisé, et qui se localise pour faire une opération qu'on ne comprend pas, et qui se redélocalise, comme s'il n'avait besoin ni de boire ni de manger, mais d'avoir du feu dans la bouche, venant d'une cigarette. Ça n'a aucun sens. Oui, ça c'est très troublant, alors. Bon, une autre expérience du même genre, en Égypte. Ça c'était en 56, en Égypte c'est en 83. Avec un groupe d'une trentaine de personnes, où l'un d'entre nous, qui était un biologiste, avait autour du cou un dispositif qu'on appelle un dipôle de Hertz, circuit oscillant multimétallique, qui se voyait pas, c'était sous sa chemise. Il venait d'arriver de Paris, il était intégré au groupe, et puis on était au bord du désert libyque. Et un phénomène similaire s'est produit, c'est-à-dire qu'un être à peu près du même genre est arrivé de loin, en courant comme ça, en se dirigeant vers le groupe. Et à un moment donné, quand
il était peut-être à 200 ou 300 mètres, tout le monde a regardé, bien sûr, mais il n'y avait que des Occidentaux. Hein. Et d'un seul coup, cet homme, au travers du groupe, s'est incliné de la même manière devant celui qui avait ce collier. Et il a fait comprendre que lui, ça lui ferait du bien d'avoir ce collier. Ce qui est invraisemblable. Oui. Mais il lui a montré, et là, à ce moment-là, il s'est incliné de nombreuses fois en faisant, comme on dirait, des salam alek, bon, etc. Et il a posé, alors ce garçon-là qui était intelligent, lui a mis le collier autour du cou, et à ce moment-là, cet homme-là lui a pris les pieds, lui a embrassé, a fait demi-tour, et il est parti d'où il venait sans donner d'explication. On l'a vu s'éloigner, non pas disparaître. Ah non, il est parti, c'est-à-dire qu'il a disparu dans la ligne de fuite d'où il venait exactement. Oui, bien sûr, oui. Or, à cet endroit-là, dans le désert libyque, il n'y a personne. Donc, c'était extrêmement curieux, pour ces deux phénomènes vécus, que, bon, là, c'est, je pense, très différent du problème de la notion des gnomes. En Islande. En Islande, n'est-ce pas? Parce que, d'abord, c'est pas du tout la même climatologie, et la question pourrait être posée en admettant que, disons, il y ait des ethnies invisibles, que ces ethnies sont aussi différentes que un Amérindien, d'un Esquimau ou que d'un Parisien. Oui, c'est ce qu'on appelle les génies des lieux. C'est ce qu'on appelait les génies des lieux, d'ailleurs, qui sont attachés géographiquement à une zone bien précise, oui, quand même. Alors, il y a eu également une autre expérience que nous avons vécue dans la même mission Tellurique 251 en 1956, dans une zone qui s'appelle la Sepkra de l'Azelmati. Une Sepkra, c'est une zone, une dépression qui est remplie de sel, parce qu'il fait très sec, bien entendu, et un sel qui est en surface et qui vient de l'évacuation de toutes les eaux alentour. C'est un lac desséché, en quelque sorte, complètement horizontal. Et ce jour-là, il faisait de plus en plus sombre, un ciel gris-noir, comme il en arrive quelquefois au Sahara, couvert, enfin avec du sable, bien entendu. On ne voyait pas le soleil, on ne pouvait plus distinguer la ligne de l'horizon du ciel. Ce sont des phénomènes qu'on peut trouver en mer, qu'on peut trouver au Sahara. C'est dans le nord, dans la région d'un lieu qui s'appelle Akabli, c'est au nord du Tanezrouft. Et là, d'un seul coup, au loin, sur la ligne d'horizon, qui n'existait pas, on a vu une ligne artificielle se créer, un plan horizontal, et sortir de terre comme des tourbillons. C'est ce qui est classique là-bas. Les tourbillons, c'est-à-dire des tourbillons de vent. Oui. Mais là, ce qui n'était pas du tout classique, ces tourbillons, il y a 12 tourbillons qui étaient en ligne et qui représentaient comme les colonnes d'un temple. Et à ce moment-là, la partie supérieure des tourbillons s'est arrêtée au même niveau, une ligne horizontale a apparu à tout le monde, et il y avait des nuages au-dessus qui formaient presque un triangle. Et puis, à la base des colonnes, il y avait comme des marches qui ressemblaient aux vagues de la mer. Et l'ensemble avançait vers nous. J'étais avec 30 autochtones. Sauf celui qui était d'Alger, tous ont été pris de panique, et le phénomène arrivait droit de l'Est. Et ils se sont tous tournés en prière à l'Ouest, ce qui est inconcevable pour un musulman. Et ils se sont collés au sol, ils n'ont plus bougé. Et alors j'ai dit aux gars du Nord, Abderrahman, mais qu'est-ce qu'ils ont, etc. Ben il dit voilà, ils disent que c'est le roi des djinns et qu'il va les emporter. Alors le phénomène a avancé, en effet, vers nous. L'appareil de mesure était en fonctionnement et on voyait dans les spots, c'est-à-dire les oscillations que nous mesurions, une cacophonie fantastique, c'est-à-dire comme s'il y avait des éclairs partout. D'ailleurs, la mesure a été inutilisable sur les 7000 mesures qu'on a fait. Celle-ci était complètement inutilisable. On ne voyait plus rien sur les films. Tout était brouillé. Et ça a duré 20 minutes. Et vous expliquez comment l'origine de ce brouillage? Alors, une c'est lié aux particules. Si on a affaire à un phénomène de turbulence qui a présenté cette forme, oui. Il y a dans l'air est extrêmement sec. Il y a à peu près 10% d'humidité, quelquefois moins. Les tensions électrostatiques sont gigantesques. Comme on déroule des lignes de mesure,
on mesure des signaux qui sont les décharges électriques du phénomène. Alors ça explique la partie seconde du phénomène, mais la partie première n'est pas expliquée. C'est-à-dire le phénomène magnéto-hydrodynamique de la turbulence qui représente cette régularité sur une ligne. Parce que de voir des typhons, de voir des tornades, de voir une seule turbulence, c'est classique, mais pas 12 alignés de lignes. Ah oui, d'accord. Et cette zone, au sud d'Akabli, est près d'un pointement rocheux, qui est gros comme Notre-Dame, si vous voulez, mais au travers du désert, c'est ce qu'on appelle une résiduelle d'érosion, et que les autochtones appelaient Guaret el Diab, le rocher du diable. Ah, votre histoire est tout à fait troublante parce que elle montre bien qu'il y a une référence alléguée par la tradition à des lieux qu'on peut considérer comme sacrés. Enfin, des lieux de pouvoir, ce qu'on appelle en fait. Oui, alors, par rapport, c'est une question qui m'a justement beaucoup interloqué en géophysique appliquée parce que nous disposons de cartes, c'est-à-dire on établit, après avoir fait toutes ces mesures, c'est-à-dire des millions et des millions de mesures, on établit des cartes. Des cartes qui représentent les courbes de variation magnétique, variation du champ gravitationnel, gravimétrique, et des cartes, en quelque sorte, des différents niveaux de profondeur. Ces cartes se superposent, aussi bien en magnétisme que en gravimétrie, qu'en méthode électrotellurique et qu'en sismique. Il y a donc, en physique de champ, plusieurs méthodes qui montrent que la surface terrestre, la croûte terrestre, outre la variation de sa composition, montre que quand il y a une faille, une forme en chapeau de gendarme qu'on appellerait un anticlinal, ou au contraire en chapeau inversé, en creux, en un synclinal, et qu'il y a au travers de ces différentes formes une physique de champ qui change. Oui. Et on a donc des anomalies, ça s'appelait des anomalies, quelquefois dans le langage pétrolier on appelle ça une patate, parce que ce sont des courbes fermées qui pourraient ressembler à des pommes de terre posées les unes à côté des autres ou flottant sur l'eau. Or, il se trouve que si on examine des cartes de détail, qui ne sont en général pas des cartes publiques puisqu'elles ont été payées par des sociétés d'exploitation et d'exploration pétrolière, et qui sont des cartes de détail aux 20 000, au 50 millième, au 20 millième, etc., avec des courbes très serrées, qui révèlent ce qu'on recherche en quelque sorte, eh bien, il y a souvent en surface, dans les pays civilisés, des lieux de culte. Ah donc, c'est-à-dire que vous voyez bien la corrélation entre ces anomalies, que ce soit de la croûte ou des compositions des roches, etc., et des lieux qui sont donc, et c'est là-dessus que se sont bâtis les lieux de culte. Hein. Alors, il y a pour la partie la plus ancienne, c'est-à-dire celle de l'Antiquité, d'une part, et d'autre part celle du Haut Moyen-Âge, une relation entre certains types d'anomalies et le sol et le sous-sol. Il y a même des anomalies d'orientation qui peuvent être expliquées de cette manière. Prenons l'exemple de Chartres. Chartres est une cathédrale dont le chœur n'est pas typiquement à l'est. Il y a une déviation, oui. Déviation qui est importante. Or, si on considère ce qu'on appelle la plaine de Chartres, la plaine de la Beauce, cette plaine est horizontale. Mais dans le sous-sol, il y a des ondulations de la plaine de Chartres, qui sont à un autre niveau géologique que celui de la surface. Ces ondulations sont recouvertes par cette plaine. Or, ces ondulations forment comme des vagues dont les oscillations augmentent au fur et à mesure qu'on arrive en présence de la ville de Chartres. Et la perpendiculaire de l'axe, qui est celui de la cathédrale par rapport à ces ondulations, donne justement comme si la cathédrale était un vaisseau qui navigue devant ces ondulations, devant ces vagues, comme si elle surfait, on pourrait dire, par rapport aux variations et aux pulsations du champ électrotellurique lié à ces ondulations. C'est simplement une variation du champ électrotellurique, c'est-à-dire que ça n'affecterait pas une boussole, par exemple. Ah non, la boussole est trop... non, mais la boussole, il y a des anomalies magnétiques qui existent aussi autour de Chartres, etc., etc., mais les boussoles sont à peu près 1000 fois moins sensibles que l'appareil qui permet de les détecter. On travaille en magnétisme à l'heure actuelle
avec des magnétomètres à protons qui utilisent l'effet de résonance magnétique nucléaire, qui a amené d'ailleurs aux appareils médicaux qu'on utilise maintenant. Mais à l'origine, c'est cette résonance magnétique nucléaire, l'effet Abraham-Hauser, qui a donné d'ailleurs à notre professeur Kassler le prix Nobel en son temps. Eh bien, c'est ce phénomène qui est mesuré avec des appareils de ce genre. Ces appareils d'ailleurs sont utilisés non seulement au sol, mais en l'air, par avion, par hélicoptère et maintenant par satellite. Mais il me semble bien que lorsque j'étais en Sibérie, quand j'ai vécu à l'Académie Gorodok et j'ai travaillé avec le professeur Kazantchev, qu'il faisait pour son institut des explorations dans des grottes. Je me rappelle, on avait été dans la grotte de Kachutak, dans la région de Krasnoyarsk, dans des grottes qui étaient célèbres parce qu'elles avaient des peintures rupestres, mais on avait constaté que les gens, lorsqu'ils pénétraient à l'intérieur de ces grottes, je parle des gens du XXe siècle, quoi, c'était encore le XXe siècle à l'époque, étaient pris de peur et avaient des expériences psychiques étonnantes. Et l'Institut avait justement exploré ces grottes avec il me semble bien, des magnétomètres à protons. Comme si c'était un endroit où, d'ailleurs, des orages magnétiques très prudents se produisaient souvent, mais toute la région avoisinante, les gens avaient des visions. Donc ça fait sens pour vous, tout ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, en Russie, au moment de la révolution russe, il y avait dans la partie sud de la Sibérie certaines ethnies qui étaient appelées oreilles longues. Oui. Et j'étais pendant plusieurs années en contact avec des Russes, des officiers russes qui ont vécu cette période et qui étaient réfugiés en France ou en Suisse et qui m'ont parlé de ce phénomène des oreilles longues, c'est-à-dire une ethnie particulière qui était capable de communiquer, elle. Alors là, c'est un problème de communication à distance, uniquement en se plaçant dans un champ dans la campagne, où pousse une plante que l'on appelle perovskaya. C'est-à-dire, c'est une structure octuple que l'on retrouve dans les minéraux qui s'appelle la perovskite. Donc cette perovskaya, celui qui était dans le champ pouvait communiquer en rentrant dans ce champ avec un cousin qui était à Moscou ou l'autre à Vladivostok. Ce sont des légendes ou ça a été vérifié comme expérience ? Ça a été vérifié par l'armée parce que l'armée a pensé d'abord à des infiltrations. Oui. Étant donné que les troupes blanches étaient attendues, et ça m'a été confirmé à la fois par le colonel Mikhail Skariatin et par le capitaine Mironov, que j'ai bien connu en Suisse, et tous les deux m'ont dit, voilà, le régiment était attendu, personne n'avait envoyé des stafettes, on savait le nombre d'hommes qu'il fallait, les lits étaient préparés pour loger tout le monde, pour les chevaux, la nourriture, combien il y avait d'officiers, etc. Mais ça a été le grand étonnement, forcément, de ces gens-là qui venaient de la Russie blanche, comme on disait, et qui étaient stupéfaits d'être en face d'un contact comme ça. Or, cette chose-là n'a pas disparu, parce que ces dernières années, ces 20 ou 30 dernières années, les gens qui ont pu retourner en Russie pour différentes raisons, ont toujours retrouvé les descendants des oreilles longues qui utilisent toujours le même procédé pour communiquer. Alors évidemment, là, c'est un peu une déviation du petit peuple, mais c'est un peuple qui est tout à fait présent de nous et qui communique en n'utilisant pas les techniques que nous utilisons habituellement. Bon, alors, justement, alors ça, c'est la question qui tue. C'est parce que vous êtes scientifique que je vous la pose un peu perfidement. Comment cela se fait-il que la science ne prenne pas à bras-le-corps tous les problèmes que pose ce domaine ? La seule science qui a obvié pour étudier à bras-le-corps, comme vous le dites, ces questions, a été la science qui a été développée au temps de ce qu'on appelait le péril bolchevique. Pour une raison extrêmement simple. Une simple raison de combat, on pourrait dire. Tout ce que l'ordre bourgeois ne veut pas utiliser ou étudier, ou le ramène à une affaire de superstition, de religion, nous l'étudierons scientifiquement et on s'en servira comme une arme. Alors qui s'occupait de ça, par exemple ? Des quantités de groupes en URSS. En Russie, toujours. Oui, bien sûr. Tout le monde parlait de la Russie, mais c'était l'URSS. Oui, bien sûr. Oui. À l'heure actuelle, je ne sais pas ce que c'est devenu, mais éventuellement, je pourrais vous donner les coordonnées de quelqu'un qui
pourrait vous renseigner non seulement sur ces questions, qui y va périodiquement, qui même est chargé de mission officielle en ce moment. Alors ça, hors antenne, bien sûr, je vous le demanderai. Oui, en antenne. Mais il se trouve qu'effectivement, moi j'ai été à de l'Institut Kaznatchev, qui maintenant regroupe toutes ces recherches-là, mais qui, dans le monde occidental, parce que, bon, la science russe, la malheureuse science russe, est encore un petit peu coupée de nous, bien qu'elle nous envoie beaucoup de chercheurs maintenant, parce qu'ils peuvent gagner plus facilement leur vie en Occident, mais qui, en Occident, s'occupe de ces recherches-là. Eh bien, des allumés, Ah oui, alors, ouais. des gens qui sont des marginaux, ou qui, tout simplement, à qui c'est arrivé. À qui c'est arrivé et qui voudraient avoir une explication ou une explicitation en regard de documents officiels, parce que nous sommes tellement imbibés de cette science technique qui est partout présente et qui le sera de plus en plus, que tout phénomène qui n'est pas conforme au modèle que nous développons, Et rejeté. ou doit être intégré dans le modèle, même en forçant un peu la dose, ou de toute façon être rejeté. Et de toute façon, le mot hallucination a un dos d'une largeur infinie. Oui, bien sûr, c'est bien comme... Bon, écoutez, Gyarko, je vous remercie beaucoup. Nous reprendrons certainement cette conversation et on l'aiguisera peut-être sur certaines de vos recherches. Merci encore. Au Oui, revoir. si vous voulez, au revoir Marie-Thérèse. Alors évidemment, le problème sous-jacent à toutes les expériences qu'a vécu Gyarko, et puis alors je précise, c'est quand même pas c'est pas un allumé, lui, c'est vraiment un scientifique qui se balade avec un matos scientifique de compétition et qui est très calme, comme vous avez pu entendre à sa voix. Quand il est confronté à un phénomène dérangeant, il va pas paniquer, il va pas fermer les yeux, parce que là, la plupart des gens font. C'est quand même pas très bon quand on veut faire une observation. Mais ce qu'on peut dire, pour résumer brièvement, c'est qu'on a remarqué qu'il y a des corrélations entre la location géographique des manifestations comme celle dont Jean-Michel Roux témoigne dans son film, et les perturbations tant du champ magnétique terrestre causé par les mouvements tectoniques que par les champs magnétiques induits par le volcanisme. Il y a malheureusement un seul chercheur américain qui a beaucoup travaillé là-dessus, dans une optique d'ailleurs très réductionniste, le docteur Michael Persinger. Et Michael Persinger s'est intéressé évidemment à toutes ces manifestations d'aliens dont font état les témoins aux États-Unis. Il a un laboratoire de neurosciences absolument merveilleux, super équipé dans son université laurentine. Et il m'a dit que quand même, et là je prends le chiffre, donc je ne vous donne pas de chic, que 30% des 500 sujets normaux, entre guillemets, qu'il a étudiés dans son laboratoire des neurosciences, font état de contact avec des êtres d'autres dimensions. Bon. Alors, tout à l'heure, en parlant avec notre érudit de service, Olivier Goucher me disait: j'ai peut-être une explication qui permettrait de comprendre pourquoi les peuples du Nord ont une perception plus vivace de ce monde invisible. Alors, quelle est-elle? Bien, l'érudit de service Cyrilia n'a pas vraiment une explication, mais peut-être un certain nombre de clés à proposer à la discussion, parce que c'est ça qui nous sortira peut-être d'affaire. Je voudrais partir de deux anecdotes. Lorsque je suis allé me promener en Islande avec ma famille, je suis resté sans voix devant tous ces phénomènes géologiques qui nous dépassent, qui nous menacent, qui nous terrassent éventuellement. Qui sont beaux. Qui laissent sans voix, tellement c'est beau, tellement c'est impressionnant. Bon, on est pris. Voilà, on n'est pas payé par la pub de l'Islande, je vous assure, on est tous des mordus. Non, pas du tout. On est fascinés, bon, on pourrait dire mesmérisés, il n'y a pas le baquet, mais il y a au moins le magnétisme. Et je me suis demandé, au fond, lorsque l'Islande a été colonisée, donc en gros en 874, par des Norvégiens avec des apports celtes, si je m'en tiens simplement, ces Norvégiens, ils venaient d'un pays au relief superbe, aux conditions de vie difficiles, là on est d'accord, Gyarko y a fait allusion, mais ils ne connaissaient pas il n'y a pas de volcanisme en Norvège, il n'y a pas les glaciers, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc je me suis dit, mais comment ils ont réagi?
Et je suis allé consulter un livre qu'on a le bonheur d'avoir, nous autres scandinavisants, qui s'appelle Landnamabok. On l'a traduit par Livre de la colonisation, il est édité en français, qui raconte comment les premiers colons se sont installés et surtout comment ils se sont partagés la terre. Donc c'était destiné à éviter les querelles entre propriétaires. Et on s'aperçoit que les dames islandaises, enfin les Norvégiennes qui allaient devenir islandaises, en découvrant les sources d'eau chaude, en découvrant, ceux qui sont allés en Islande savent que c'est quand même impressionnant de voir de la fumée qui monte d'une prairie au milieu des moutons, etc. Eh ben, elles ont juste trouvé le bon côté des choses. On dit que finalement, pour faire la lessive, c'était quand même beaucoup plus agréable. Et ça, c'est un premier aspect de la mentalité des Scandinaves. Le deuxième aspect, oui, c'est ça, sont les pragmatiques. Deuxième aspect, on en a vu un échantillon lorsque, j'ai oublié l'année d'ailleurs, lorsque les Jeux Olympiques d'hiver se sont déroulés à Lillehammer, donc en Norvège du Sud-Est. Dans la fête qui avait été organisée pour introduire ces Jeux Olympiques, on a vu d'un seul coup surgir de la neige, j'imagine que beaucoup s'en souviennent, des petits bonshommes qui représentaient des lutins qu'on appelle des landvættir en vieux islandais, qui veut dire les gardiens du pays. Donc on a ces petits êtres telluriques, divinités si on veut absolument. Alors, on peut se demander comment on peut combiner les deux, c'est-à-dire comment on peut être à la fois pragmatique et rêver avec les petits bonshommes, mais c'était pas seulement du folklore. Si les Norvégiens ont organisé cette fête-là, ils voulaient faire les choses bien, ils font d'ailleurs toujours les choses bien. Mais c'est aussi parce que c'est un élément de leur identité. Et je me suis dit, au fond, qu'est-ce qui constitue l'identité de quelqu'un, de qui ils viennent? C'est certainement l'idée qu'on se fait du sacré. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'une identité, si j'ai besoin de pouvoir me définir, ce qui m'importe, c'est pas de savoir que je mesure 1m90, etc. C'est ce qu'il y a en moi. Et ça, en dépit de tout le pragmatisme, et je parle des Scandinaves actuels maintenant, de tous les ordinateurs, enfin de tout le modernisme qu'ils maîtrisent aussi bien, sinon mieux que nous, il y a la conviction que le sacré est en eux. C'est-à-dire qu'en chacun de nous, il y a une portion sacrée. Ça se manifeste dans la vie de tous les jours par le respect et la gentillesse. Je crois qu'on pourrait définir les Scandinaves comme ça dans leur rapport avec les autres. Respect, on écoute, on est ouvert, on ne rejette pas. J'ai entendu dire, ceux qui s'occupent de ces phénomènes un peu surprenants sont des marginaux. C'est pas vrai, l'expression n'est pas tout à fait exacte, ce sont des marginalisés. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se heurtent à un refus de la société de sortir d'une logique aristotélicienne, ou la logique du tiers exclu. Du tiers exclu. Or, il y a un certain nombre d'auteurs, par exemple, allemands, je pense à Kafka, enfin, je sais pas, il n'est pas vraiment allemand, mais en tout cas, il est d'expression allemande. S'il est surprenant, on va dire ça comme ça, c'est parce que dans ces textes, on voit une autre logique se dessiner. Si j'en reviens à mes braves Scandinaves, leur gentillesse n'est pas une gentillesse bébête. Hein, c'est pas il est ben brave. Ils peuvent être subtils, ils peuvent être rusés, mais ils sont ouverts à l'autre. Que pour faire du Lévinas la petite semaine, l'autre a de toute façon un visage qui vaut la peine d'être découvert. Si on se demande ce que c'est que le sacré dans ce monde-là, on peut aller chercher chez Pascal, par exemple, chez nous. Il est intéressant, Pascal. Bon, il ne se préoccupait pas de ce genre de phénomène, mais c'est un scientifique qui essaie d'appréhender le métaphysique. C'est Dieu qui l'intéresse, parce que son vécu le pousse à ça, et vous vous rappelez la définition qu'il donne de Dieu. Dieu est une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Et on peut appliquer ça au sacré, en tout cas chez les Scandinaves, les autres je ne les connais pas si bien, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que le monde, on dit souvent le monde est double. C'est vrai, comme définition, c'est-à-dire qu'il y a le monde qu'on voit, qu'on appréhende, puis il y a tout ce qu'on ne voit pas, donc le petit peuple, à condition qu'on ne se représente pas l'idée du double comme séparé de notre monde. Il y a une interpénétration des deux mondes, d'où mon image prise à Pascal des sphères. Et je crois que on peut expliquer, en tout cas j'espère, comme ça, certaines apparentes contradictions des Scandinaves. On peut dire par exemple d'eux, ce sont des individualistes mais forcenés, mais communautaires. On va dire, ça tient pas debout. Simplement des gens, et là on retrouve le lien du pays, sont des gens qui savent qu'ils ne peuvent survivre qu'avec l'aide des autres, mais qui veulent vivre leur sacré à eux jusqu'au bout. Voilà. Bon, c'est au moins un élément. Ah non, mais ça c'est tout à fait. Oui, c'est pas une explication exhaustive, mais enfin c'est une belle ouverture. Certainement pas.
Alors, nous allons peut-être faire une